Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à prendre le cœur du jour à côté de mon nom. Vous tapotez, vous partagez, vous envoyez les objectifs qui sont au fur et à mesure. Vous écrivez Good Live. Les gens qui veulent prendre l'étoile, vous le prenez. OK? Alors, c'est la suite du live de Princesse. Il y a des personnes qui ont fait des recherches sur la taxe d'habitation qui viendront vous dire certaines choses que vous ne connaissez pas ou du moins des choses qui sont cachées derrière cette fameuse taxe. Et comme vous le savez, lors du Conseil des ministres, c'est le porte-parole du gouvernement, la ministre des Affaires sociales, qui est venu dire aux Gabonais qu'ils vont instaurer en 2026 cette nouvelle taxe. Cette taxe permet qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit là? Ils ont parlé de quoi, fiscalité ou je sais pas quoi. Bon, je vais vous mettre la vidéo, ouais. Je vais mettre la vidéo, comme ça vous allez écouter au fur et à mesure. Voilà, elle est là la vidéo. Moins, je n'invente rien. Le Conseil a pris acte des orientations du chef de l'État relatives à l'élargissement de l'assiette fiscale par l'instauration d'une taxe forfaitaire d'habitation. Applicable à l'ensemble des logements, résidentiels comme professionnels, selon une classification fondée sur les zones et caractéristiques géographiques, cette taxe fera l'objet d'un prélèvement mensuel adossé à la facturation d'électricité, la SCG étant retenue comme opérateur de collecte. Les zones rurales seront exemptées pour la première phase. L'entrée en vigueur est prévue en 2026, conformément au pacte fiscal républicain visant à renforcer l'équité contributive et à garantir les moyens nécessaires à la politique nationale de relance. Le rendement attendu de ce prélèvement est d'environ 2,8 milliards de francs CFA. Par mois. Ok, la vidéo a été coupée. Je remets. Dans cette perspective, le Conseil a pris acte des orientations du chef de l'État relatives à l'élargissement de l'assiette fiscale par l'instauration d'une taxe forfaitaire d'habitation. Applicable à l'ensemble des logements, résidentiels comme professionnels, selon une classification fondée sur les zones et caractéristiques géographiques, cette taxe fera l'objet d'un prélèvement mensuel adossé à la facturation d'électricité, la SCG étant retenue comme opérateur de collecte. Les zones rurales seront exemptées pour la première phase. L'entrée en vigueur est prévue en 2026, conformément au pacte fiscal républicain visant à renforcer l'équité contributive et à garantir les moyens nécessaires à la politique nationale de relance. Le rendement attendu de ce prélèvement est d'environ 2,8 milliards de francs CFA. Alors, comme vous le savez, mettre en place des taxes, ce n'est pas ça le problème. Mais dans quel contexte ou bien dans quel pays on met des taxes? Les taxes, pardon. Le Gabon ou des Gabonais traversent des moments compliqués. Les Gabonais n'ont pas de quoi à pouvoir se nourrir, c'est-à-dire le salaire ne va pas, le SMIC n'est pas revu, il y a la cherté de la vie, etc., etc. Mais on vient nous dire de payer des taxes d'habitation. Est-ce que c'est tous les Gabonais qui sont propriétaires? Est-ce que c'est tous les Gabonais qui ont le titre foncier, etc., etc. Il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser. Et ce qui est encore lamentable, c'est que M. Brice Oligui-Nguema a fait un soi-disant coup d'État le 30 août. OK? Et il nous a dit qu'il nous a libérés. Et je vous ai mis tout à l'heure dans la vidéo de Princesse où il dit que non, les richesses seront équitablement distribuées aux Gabonais. Mais ce qu'Oligui Nguema fait aujourd'hui, est-ce que ça montre bel et bien que non, il est venu vous libérer? Parce que quand on regarde les pays de l'AES, on voit autre chose. Ils prennent des mesures pour faire en sorte que non, la population de leur pays soit dans les bonnes conditions. Mais au Gabon, on nous a fixé, on nous a fixé, on nous a fixé, on nous a fixé. Bon, je ne vais pas faire tout un discours dessus.
vu que vous étiez déjà dans le live de princesse. Donc, je vais faire monter la personne qui doit venir nous dire ce qui est vraiment caché derrière cette taxe d'habitation. Fais la demande en bas, s'il te plaît. Avec, ils ont fait un travail dessus. Hein. Tu peux faire la demande. Fais la demande en bas. Tu fais la demande, je te fais monter. Vous la connaissez, hein? La personne qui va venir faire... Est-ce que tu peux faire la demande en bas? Esther, la demande, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour, tu m'écoutes là? Oui, on t'écoute. Bonjour. Tapotez le live, Ok. partagez le live. En Hein. vrai, je voulais changer de téléphone parce que Mhm. je n'ai pas accès aux fichiers sur le téléphone que j'ai là. Parce que j'ai écrit en commentaire, accorde-moi 10 minutes. Mhm. Donc, je vais redescendre et je vais monter avec mon autre téléphone en fait. Oui, donc tu prends un autre téléphone. Oui, je prends l'autre téléphone. On va t'attendre combien de temps alors? Non, mais juste le temps de changer de téléphone, c'est-à-dire de me connecter. Ok, vas-y alors, on t'attend. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on a déjà épilogué dessus sur le live de princesse. Même si la répétition est pédagogique, mais je vais quand même vous répéter certaines choses. Donc, on ne peut pas accepter aujourd'hui, ok, de pouvoir payer cette taxe qui sera mise en vigueur en 2026. Vous comprenez? Le Gabon ou de moins Olingue n'a pas son temps aller calquer des choses ailleurs pour vouloir les mettre ici. Et c'est toujours le peuple lambda qui est toujours là pour payer les pots cassés. Pourquoi il ne revoit pas le train de vie de l'État? Son salaire ainsi que le salaire des ministres, etc. Parce qu'Olingema, apparemment, il va recevoir chaque année 150 milliards de fonds politiques. Il est Gabonais plus que qui? Il fait quel travail pour recevoir tout cet argent-là? N'oublions même pas ceux qui sont autour de lui. Eux, ils gagnent combien? Pourquoi c'est le Gabonais lambda qu'on aime toujours affixer, qu'on veut toujours racketer? À quoi que non, ça ne suffisait pas? Combien de taxes vous payez d'abord? Jusqu'à présent. Parce que quand vous regardez vos tickets de DAN, il y a de multitudes de taxes là-bas que vous payez. On vient encore ajouter. Donc, pour construire le Gabon, c'est de l'assiette fiscale. C'est vous les Gabonais. C'est vous qui devez payer ça. Mais l'argent de notre sous-sol va où? C'est utilisé à quelle fin? Ça veut simplement dire que non, les gens qui gèrent le Gabon ne vous apprécient pas. Vous êtes des cobayes. Donc, ils vivent la best life. Ils détournent notre argent. Mais c'est nous qui devons payer. Et on dit stop. Donc, à partir de minuit ou à partir de 21h, pardon, il y aura qu'on appelle ça? Le concert des casseroles. Donc, préparez-vous à partir de 21h. C'est 21h, non, je pense. Le concert des casseroles à 21h ou à 20h. On va vous donner l'heure exacte tout à l'heure, ok? Vas-y, Esther. Oui, bonsoir. Oh, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors, moi, je suis montée sur le live en réalité pour qu'on comprenne un peu la répartition qu'ils ont fait par zone là. Parce que il faut vraiment qu'on explique aux Gabonais c'est quoi on appelle zone à forte densité économique ou administrative. Bon, quand on nous dit par exemple que dans les zones à forte densité économique ou administrative, on va prélever 30 000 francs de taxes. Je ne sais pas si c'est à l'heure, au mois ou à l'année. J'espère vraiment que c'est pas à l'année. Ah, pardon, c'est pas le moment. J'espère vraiment que c'est pas que c'est pas à l'année en fait. Parce que j'espère vraiment que c'est pas au mois. D'abord, de toutes les façons, que ce soit au mois ou que ce soit à l'année, déjà cette taxe, elle est, on appelle ça comment? Elle est inégalitaire. Elle ne tient pas compte des réalités sociales, économiques des gens. On me dit par exemple, on prend le cas de la zone 1, on dit que non, c'est une zone à forte densité économique ou administrative. Ça ne veut rien dire. Zone à forte densité économique ou administrative ne veut rien dire.
Quoi? Parce qu'il y a des restaurants, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, machin. Je peux pas, je peux pas. Parce qu'il y a des lives et tout et tout. Excuse-moi le phénix. Parce que il y a de Mhm. l'administration. Mais c'est pas là-bas qu'on prélève les taxes. On prélève quand même aux habitants de ces quartiers-là. Et quand on regarde, par exemple, les quartiers comme Batterie 4, La Sablière, ou de Guégué, Aéroport, Centre-Ville, je Mhm. suis désolée, il n'y a pas que les riches qui vivent là-bas. Si on prend, par exemple, les quartiers comme de Guégué, on prend les quartiers même comme Batterie 4, on prend les quartiers même comme Gros Bouquet, Mhm. on prend les quartiers même comme, on appelle ça comment? Bas de Guégué. Ce sont des quartiers qui sont proches de l'université déjà Omar Bongo Mhm. et de quelques écoles supérieures qu'on trouve là, notamment l'Institut de gestion. Donc, ce sont des quartiers où on a, par exemple, des étudiants, donc c'est-à-dire des étudiants, donc des quartiers où on a une forte densité d'étudiants qui viennent louer aux alentours parce qu'ils sont proches de l'université, ils sont proches de l'ENS, ils sont proches de l'ENSET, ils sont proches de l'Institut de gestion, ils sont proches de l'INPTIC. Donc, ils vont louer des chambres dans les quartiers environnants et autres machins. Est-ce que tu vois un peu? Mhm. Alors, là, je ne parle que des étudiants. Or, l'étudiant n'est même pas imposable. Par exemple, ici en France, nous, les étudiants ne payent pas les taxes et les impôts. On est d'accord. On ne paye Mhm. pas l'impôt. On paye quelques taxes sur les trucs et machins, mais on paye pas, on n'est pas imposable. Donc, on ne va pas prélever ça sur nos bourses. Si c'est par mois, imaginez un étudiant qui a 83 000 francs de bourse, qui paye une chambre au bas de Guégué à 30 000 francs et qui doit encore en plus payer 30 000 francs de cette taxe-là par mois. Il lui reste combien? Il lui reste combien? Il mange avec quoi? Il paye l'électricité avec quoi? Donc, moi, je suis quand même surprise que pour prélever même la taxe là, on fasse une répartition des quartiers. Mais allons-y chercher maintenant à savoir comment les gens s'installent dans les quartiers. On prend la zone 4, qu'ils ont appelée zone non aménagée et zone rurale. Mhm. On a les quartiers Mindoubé, PK5, Siban, Siban Arboretum, bassin du PK5, Terre Nouvelle, Bizango, Ondoro, Montalier, Akournam, Angonje Village, Bel Air, Diba Diba. Ça, c'est ce qu'on appelle les quartiers d'habitat spontané, c'est-à-dire les gens qui ont suffisamment de moyens sont allés chercher les terrains là-bas parce que les terrains coûtent moins cher et construisent des grandes bâtisses. On va trouver là-bas des ministres, on Bien va trouver sûr. là-bas des inspecteurs aux impôts et on nous dit que eux ils vont prélever 1000 francs et ils vont payer 1000 francs. Mhm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministre, parce que la dame qui avait fait qui disait le ministre aussi habite ici, là, les monts plus l'eau à la pompe publique, là. C'est ce type de quartier, là. Mhm. Ça veut dire que le ministre qui, lui, a sa voiture, a acheté un surpresseur, a acheté même une cuve pour recueillir de l'eau, a mis toutes les dispositions pour bien vivre dans ce quartier qui n'est pas aménagé là, qui est même allé payer son propre poteau d'électricité à la SCG, lui ne va payer que 1000 francs. Parce qu'en réalité, on n'a pas pris connaissance des réalités économiques et sociales que traversent les gens qui vivent dans ces quartiers. Parce que la réalité de Libreville, c'est quoi? Si on reste que sur le cas de Libreville, c'est que le centre est dans la périphérie et la périphérie est dans le centre. Tous ceux qui vivent à Batterie 4 ne sont pas forcément des personnes aisées. Ouais. Tout comme tous ceux qui vivent dans les PK ne sont pas forcément des personnes qui n'ont pas les moyens. Donc ça, c'est quand même des éléments. En fait, Bon, si Mamie habite au PK. j'ai envie de dire que c'est du banditisme organisé. Parce que là, la majorité des gens entre griffes, hein, qui ont les moyens au Gabon, mais ils vivent dans les zones rurales non aménagées là. Vous allez regarder par exemple les quartiers comme Montalier, mais c'est les grandes maisons là-bas. Les gens vivent dans les barrières là-bas. Les gens de Montalier, on va te dire même, oh, il y a un ministre là, c'est le ministre tel qui reste là. Quelque part après, c'est le ministre tel. On voit ça partout, Bikele.
Mhm. On voit ça quasiment dans ces quartiers qu'ils ont appelés zones rurales, zones non aménagées. Donc moi, je pense que même la répartition là, ce n'est qu'une répartition géographique qui ne tient pas compte des réalités que vivent les populations de ces différents quartiers. Et quand tu viens, par exemple, dans ce qu'ils ont appelé zones périphériques, immédiates et zones résidentielles cadastrées, 20 000, on a bas de Guégué, Gros Bouquet, Angonje, Cité Damas, Toulon, Glace, London, Batavia. Mais on prend seulement le quartier de Batavia là. Mais derrière Batavia là, c'est quoi? C'est pas les quartiers sous-intégrés qu'on trouve encore là-bas, les Matiti. Mais les Matiti, même au Gabon, sont concentrés sont concentrés au centre-ville, Mhm. derrière la prison, derrière l'hôpital, derrière le camp de boy, tout, autant de derrière le lycée La Mbale. Sablière, il y a les Matiti là-bas. Les Matiti sont concentrés Batterie dans ce 4 pareil. centre-ville-là. Batterie 4 pareil, Louis Ouais. Ali Bandeng, Okala, mais c'est des quartiers où on trouve aussi des Matiti, Mhm. où on trouve aussi des gens qui n'ont pas les moyens, Mhm. où on trouve aussi des gens qui n'ont pas les moyens. Donc moi, je ne sais même pas, c'est quel géographe qui a même fait cette répartition-là. Et même les noms qu'il donne. Est-ce que les noms, c'est-à-dire la dénomination, renseigne même sur les caractéristiques sociales et économiques des populations? Parce qu'on doit tenir compte ici de la population. Et la population, c'est qui? La population, effectivement, ce sont les gens qui vivent. Quels sont leurs moyens? C'est-à-dire que est-ce qu'ils ont de l'argent pour subvenir à leurs besoins? Est-ce qu'ils ont ils vivent décemment? Parce que moi j'ai vu des gens qui vivent au Como là, derrière l'hôpital ou bien derrière le Como là. C'est-à-dire que dès que tu passes le bâtiment du Como là, on négocie les pistes comme ça. Mhm. Quand il pleut, vous vous inondez là-bas. Tu vas aller demander aux gens là que pourquoi vous vivez ici. Ils vont te dire qu'on se rapproche soit de l'école parce que les bonnes écoles sont concentrées ici, ou bien le monsieur se rapproche tout simplement de son lieu de travail parce qu'il est brancardier à l'hôpital général. Donc un brancardier à l'hôpital général qui ne gagne pas beaucoup ne peut pas aller vivre au PK12 parce que déjà il y a les embouteillages, le taxi c'est compliqué. Il va se serrer dans une chambre de 40 mètres carrés avec ses enfants. Et c'est à lui qu'on veut demander de payer 30 000 francs de taxes supplémentaires. Alors que son salaire de brancardier à l'hôpital général ne lui permet même pas de subvenir à ses besoins convenablement. C'est ça en fait, c'est ce que révèle cette répartition qui pour moi n'est qu'une répartition géographique qui ne repose sur rien, qui ne repose sur aucun élément nous permettant d'adosser la taxe de manière égale et équitable sur qui doit réellement la payer. Je m'arrête d'abord là. Tapotez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Kani, tu veux me prendre la parole? Je descends là. Oui. Kani, maître, on vous écoute. Oui, oui bonjour à tous. Bonjour, bonjour le Bonjour. Phoenix, merci en tout cas de me passer la parole. Bon, je vais essayer de dire quelque chose, de faire une petite explication pour que les gens comprennent un peu Mhm. les principes qui régissent la fiscalité. Bon, normalement, il y a 4 principes qui régissent la fiscalité. Le premier principe, c'est la légalité, c'est-à-dire que en fait, l'État doit demander l'autorisation aux citoyens ou aux représentants du citoyen de pouvoir prélever des impôts chaque année. En l'occurrence, effectivement, l'État gabonais a adopté une loi de finances sur ce sujet. Le deuxième principe, c'est le principe de l'annualité, c'est-à-dire qu'effectivement, ça doit être demandé, l'autorisation en question, elle doit être demandée chaque année. Bon, je ne vais pas vraiment faire de commentaires sur ces deux principes-là, même si un commentaire politique pourrait toujours être fait sur ces deux principes-là, parce qu'effectivement, par rapport à la légalité, moi, j'observe par exemple que la loi de finances sur laquelle cette taxe qui autorise le prélèvement de cette taxe-là a été adoptée dans un premier temps par une Assemblée nationale de la transition, et puis dans un second temps par un Sénat de ceux qu'ils appellent la 5e République. Ça, quand même, sur le plan de, sur le plan du fonctionnement normal des institutions, ça interroge.
parce qu'effectivement, ces principes-là sont quand même des principes stricts, des principes qu'il faut respecter avec la plus grande rigueur. Et là, on constate effectivement qu'il y a un léger souci en termes de rigueur dans le respect des principes. Bon. Maintenant, il y a deux autres principes, moi, qui m'interpellent le plus et que je veux que les Gabonais vraiment aient présent à l'esprit pour savoir si l'impôt qu'on leur demande ou bien la taxe qu'on leur demande de payer est légitime, est justifiée ou pas. Et les deux autres principes-là, effectivement, c'est le principe de nécessité, d'une part, et d'autre part, le principe d'égalité. Le principe de nécessité, c'est quoi? C'est que l'impôt, ou en tout cas la taxe, n'est légitime qu'à partir du moment où elle est véritablement indispensable pour couvrir les besoins de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que cette taxe est véritablement indispensable pour couvrir les besoins de l'État, alors que derrière, c'est à peu près 3 milliards qu'ils veulent prendre, il me semble, par année, qu'ils veulent prélever par année, il me semble. Derrière, si on supprimait le Sénat, eh bien, ça permettrait d'avoir exactement la même somme, voire un peu plus. Il me semble que le Sénat, c'est autour de 3-4 milliards. Donc, il y a un sujet, effectivement, en termes du respect du principe de nécessité par rapport à cette taxe-là et même par rapport à toutes les autres taxes que cette loi de finances va permettre de prélever, parce que c'est pas la première, enfin, c'est pas la dernière, hein. Il y a d'autres taxes qui arrivent. Ça arrive, ouais. Bon. Sur le principe de l'égalité. Respecter les consignes du live. Merci. Sur le principe d'égalité de tous les citoyens face à la charge publique. Il faut savoir que c'est pas parce qu'on dit que tous les citoyens doivent être égaux par rapport aux impôts et aux taxes que ça signifie que tous les citoyens doivent payer exactement le même montant. Non. Les citoyens contribuent chacun par rapport à comment ça s'appelle encore, à sa possibilité de contribuer. Et c'est pour ça que je rejoins effectivement comment elle s'appelle, Esther, dans l'intervention qu'elle a faite, pour dire que on doit se baser sur la situation socio-professionnelle et bien d'autres critères même aussi pour que un impôt, une taxe soit justifié, un impôt, une taxe soit légitime. À partir du moment où les critères sur lesquels on se base sont des critères biaisés, eh bien cette taxe ne peut pas se justifier. C'est ce que Esther expliquait tantôt. Les personnes à qui on va aller obliger de payer 30 000 francs, par exemple, dans certains quartiers, alors que dans les quartiers en question, effectivement, il peut se retrouver des personnes aussi qui sont de situations socio-professionnelles différentes de ce qu'on peut penser. L'État gabonais n'a pas aujourd'hui un fonctionnement qui lui permet de savoir que dans telle zone, telle personne qui vit à telle adresse, à telle situation socio-professionnelle. C'est ce qui aurait pu permettre de faire en sorte que cette taxe soit la plus justifiée possible. Encore que je considère que même dans le contexte financier et économique du Gabon, est-ce que on a besoin de telles taxes? Mais bon, passons. Si on considérait éventuellement que cette taxe pouvait être justifiée, ben cette taxe, même si elle était justifiée, elle ne serait pas pour autant légitime à partir du moment où les critères sur lesquels on se base pour imposer les gens ne sont pas des critères qui tiennent compte véritablement de la situation socio-professionnelle des citoyens. Bon. Maintenant, moi, je vais me permettre quand même de faire un petit commentaire au-delà de ces principes-là que je voulais expliquer. Je vais me permettre quand même de faire un petit commentaire. Bon, quand on paye un impôt ou quand on paye une taxe, la contrepartie de l'impôt ou de la taxe, c'est le service public. Est-ce qu'une fois que les Gabonais ont terminé de payer un impôt ou de payer une taxe, cette taxe-là qu'on va leur qui va être imposée en plus, est-ce que quand vous sortez dans la rue, vous observez un service public de l'école, un service public efficace des transports, de l'hôpital, je ne sais pas moi, on peut citer plein de choses, de l'université, etc. Est-ce que quand vous sortez dans la rue, alors le cynisme, le comble du cynisme, c'est quand on va exiger le prélèvement de cette taxe-là dans comment ça s'appelle, le ticket de la SEG, alors que le service public de l'électricité au Gabon est inexistant. Le service public de l'eau au Gabon est inexistant. C'est là où je trouve quand même le comble du cynisme dans cette décision-là du gouvernement. Donc, il faut que les citoyens comprennent que la contrepartie
de l'impôt, la contrepartie de la fiscalité, c'est derrière le service public. Ça fait 65 ans que l'État existe. Est-ce que depuis ces 65 dernières années, on constate que les impôts et les taxes que nous payons, les redevances que nous payons, nous permettent d'avoir un service public digne de ce nom? Il n'existe quasiment aucun service public au Gabon à l'heure où nous sommes en train de parler. Donc ça, c'est un vrai sujet qui peut permettre d'alimenter le débat sur la justification et la légitimité de cette taxe supplémentaire. Deuxième élément, c'est le contexte. Dans quel contexte est-ce qu'on veut imposer une taxe supplémentaire? C'est un contexte dans lequel les détournements de deniers publics massifs, les détournements massifs de deniers publics ne font que s'accumuler. Les scandales, c'est jour après jour de détournement de deniers publics. Est-ce que dans un contexte pareil, alors il y a aussi le sujet de la gabégie, c'est-à-dire qu'on gaspille l'argent public, on met de l'argent public à gauche, à droite, alors qu'il sert quasiment à rien. Les primes, faut aller voir, les primes en plus, c'est justifié, c'est légitime, puisque, enfin pas légitime, c'est légal, puisque c'est inscrit dans les textes, etc. Donc il y a des gens qui ont des primes extraordinaires. Tout ça, c'est du gaspillage de l'argent public. Est-ce que dans un contexte pareil, c'est justifié et c'est légitime? On t'entend mal déjà. Pardon? On t'entend déjà mal, vas-y. Là, vous m'entendez mieux? Là, c'est bon. Est-ce que dans un Abonnez, contexte partagez, pareil, envoyez les cadeaux, vous écrivez good luck, prenez le cœur du jour. C'est pas la télévision ici, hein. On vous a parlé tout à l'heure chez Princesse. Donc, respectez les consignes du live. Merci. Vas-y, maître, désolé. Non, mais je t'en prie. Est-ce que dans un contexte pareil, c'est justifié de solliciter le paiement d'une taxe supplémentaire? Le comble de l'ironie, ce serait que les Gabonais se mettent à payer cette taxe-là, à se serrer la ceinture pour payer cette taxe supplémentaire-là, et que dans 2-3 jours, dans 4-5 jours, dans 5-6 mois, les scandales de détournement de deniers publics se continuent de se succéder, et que mieux, on découvre qu'en réalité, c'est précisément l'argent de cette taxe-là qui fait l'objet d'un énième détournement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On voit. C'est quand même hallucinant. Enfin, quand on se dise les choses, c'est quand même hallucinant. Dans un pays comme le nôtre, de ne pas chercher à régler le problème à la source, c'est-à-dire le trou dans les finances publiques que constituent les détournements massifs de deniers publics, la gabégie, le gaspillage d'argent public, les primes injustifiées, illégitimes, etc. Au lieu d'aller régler justement ce problème-là, ou d'aller récupérer l'argent qui a été détourné durant toutes ces années par des gens qui géraient l'argent public et réinjecter cet argent-là dans les finances publiques, dans les caisses de l'État, non, on ne va pas régler ce problème-là. Le problème ce qu'on va aller faire, c'est rajouter la charge fiscale sur le citoyen. Mais derrière, est-ce qu'on s'est assuré que l'effort supplémentaire que le citoyen va faire ne va pas être vain à partir du moment où cet argent-là va précisément être à nouveau détourné ou gaspillé? Ça, c'est un vrai sujet. Et je voulais terminer sur la question des institutions qui ne servent à rien. Je ne vais pas parler de plein d'autres exemples. Je vais prendre surtout le cas du Sénat. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus de la procédure législative, mais ce qu'il faut que vous compreniez, chers compatriotes, c'est que le Sénat, dans le cadre de la procédure législative au Gabon, c'est-à-dire la procédure qui permet d'adopter les lois, ne sert quasiment à rien. Je passe même les détails le Sénat se justifie surtout dans des États, on va dire des États, des fédérations, des États fédérés, parce que chaque État pour parler de manière plus simple, comme ça se passe aux États-Unis par exemple. Aux États-Unis, il y a plusieurs États dans un même pays, on va dire ça comme ça. Et donc, chacun des États, effectivement, a besoin d'être représenté dans le cadre d'une assemblée. Et à ce moment-là, on crée un Sénat pour que les États en question soient représentés. Donc, ça peut se justifier dans une certaine mesure dans ce type de configuration. Le Gabon n'est pas un État fédéré, le Gabon est un État unitaire, c'est-à-dire qu'il y a un seul État et le territoire est subdivisé en circonscriptions administratives et basta. On a déjà une Assemblée nationale qui représente les subdivisions administratives en question. Et surtout, dans la procédure législative, si l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas d'accord sur l'adoption d'un texte, on va mettre en place ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. 7 députés, 7 sénateurs qui vont aller débattre pour que les deux puissent s'accorder. Les deux chambres puissent s'accorder. Si les deux chambres n'arrivent toujours pas à s'accorder, à la fin, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, me semble-t-il, parce que l'Assemblée nationale a les représentants qui sont élus directement par le peuple. Dans un contexte pareil, à quoi sert précisément le Sénat? Je vais même vous donner un autre détail. Dans la procédure législative au Gabon,
La seule spécificité du Sénat, c'est que quand on veut faire un projet ou une proposition de loi concernant les collectivités territoriales, donc concernant les départements, les mairies, etc., on dépose en premier le projet de loi là sur le bureau du Sénat. C'est tout. C'est la seule spécificité du Sénat dans le cadre de la procédure législative. Très sincèrement, enfin très honnêtement, pour ne pas rentrer dans trop de détails, ce que je veux dire, c'est que en réalité, on peut se passer du Sénat, parce que le travail du Parlement, c'est quoi? C'est faire la loi. On peut se passer du Sénat dans le cadre du travail du Parlement qui est de faire la loi. Et il me semble que ce Sénat-là nous coûte à peu près entre 4 et 5 milliards par année et que la taxe en question, son objectif, c'est de grappiller à peu près 3 milliards. Mais enfin, si on se débarrasse d'un Sénat qui ne nous sert à rien... Le conseil aussi économique, là. Oui, Conseil économique et social et tout ce bazar-là. Voilà, si on se débarrasse du Sénat, enfin, on se débarrasse, c'est pas... voilà, si on supprime le Sénat, eh bien, ça nous évite de nous retrouver dans une situation où on a besoin de faire peser une charge fiscale supplémentaire sur le citoyen et une charge fiscale supplémentaire qui pourrait même ne servir à rien puisque précisément cet argent peut, au travers des mêmes mécanismes là qui sont décriés, se retrouver être détourné dans les mois à venir. Alors, ce serait vraiment le comble du délire, mais enfin, on n'est pas à un délire près. Bon, les Gabonais, je ne parle plus trop vos choses. C'était juste pour faire cette petite mise au point. Je vous remercie. Merci. Le grand Bernard, tu veux dire quelque chose? Oui. Vas-y. Esther et le frère Yeba ont dit en fait ce que je voulais dire. Donc je vais pas être long. Je vais juste rajouter que lorsqu'on regarde la manière dont est présentée leur fameuse taxe, mais qu'est-ce que cette taxe montre? Cette taxe montre et traduit encore tout simplement l'iniquité sociale. Il n'y a pas d'iniquité sociale dans cette taxe. Ça veut dire que le ministre qui est déjà multimillionnaire, multimilliardaire, qui habite dans les PK, prenons le cas de Ndonsima, il paiera la même taxe que son voisin qui a du mal à joindre les deux bouts. Mon ancien voisin, ministre Mangara, qui est au charbonnage à la pépinière, payera exactement le même montant que tous ceux qui sont autour de lui, qui sont tôle en haut, tôle en bas. Où est la justice sociale? Parce que les impôts, c'est ça. Les précédents l'ont dit avec les termes appropriés. Vous payez des impôts à la hauteur de ce que vous gagnez, ce que vous gagnez. Je ne peux pas, moi, payer des impôts le même montant que reçoit, le même montant que doit payer un ministre ou tous les milliardaires. Voilà pourquoi, par exemple, ici, depuis plusieurs mois, il y a un projet de loi, justement, de taxation en fonction des plus riches. Les plus riches ne payent pas les mêmes taxes que les plus pauvres, ce n'est pas possible. Et tout à l'heure, on en parlait même. Tu as même le système de chèques énergétiques, etc., en fonction de vos ressources, vos consommations et autres. Effectivement. Donc déjà, ce projet traduit non seulement de l'amateurisme de ce pouvoir, mais tout simplement une continuité dans l'inégalité sociale. Moi, j'aurais aimé qu'il nous présente un projet de taxation en fonction des fortunes au Gabon. Ça aurait été intéressant. Tout le monde qui gagnent plus d'1 million, qui gagnent plus de 4-5 millions, devront payer tant par mois. Là, ça devrait être intéressant. Et vous verrez que qui devait payer ça? Uniquement eux. Uniquement eux. Donc, vraiment, c'est une inégalité sociale de plus qui est en train de s'installer. Surtout que, comme on l'a dit tout à l'heure précédemment, lorsque vous demandez des taxes, c'est normal qu'un État demande mettre en place des taxes pour se financer et autres, c'est normal. Mais en retour, quelle est la qualité des services qu'il y a? Vous passez par l'eau et l'électricité, mais que les Gabonais n'ont déjà pas. Et tout de suite, le frère vient de dire que le Sénat coûte au Gabon 7 milliards de francs CFA par an. Mais vous comprenez bien que Oligui et les fonds politiques qui se mettent dans la poche 150 milliards. Mais donc ça veut dire qu'Oligui tout seul, en réduisant ou en annulant ses fonds politiques, règle ce problème.
Vous voyez encore une démonstration? Le Sénat coûte 7 milliards Les mots, faut par dire an, 7B. 7B par an, et Oligui s'est attribué 150 150B. de fonds politiques. Bon, dites-moi un peu. Est-ce que là, les calculs ne sont pas simples? Est-ce que là, on a besoin d'avoir le bac pour comprendre qu'à lui tout seul, il peut régler ce problème en un claquement de doigts? Vraiment. Donc, en fait, la réalité, c'est que c'est toujours le peuple qui est le moins cher de ces gens-là. C'est ça la réalité. Donc, s'ils le font, s'ils acceptent que cette taxe leur soit prélevée, s'ils ne se bougent pas, eh bien, écoutez, ce n'est que le début d'une longue série. Hein? Parce que pourquoi, il faut aussi réfléchir une chose, pourquoi ils ont préféré passer par la SEG? La SCG. Mais Parce que tout le monde est alimenté là-bas. est alimenté par la SEG. Effectivement. Les Gabonais. Vous comprenez? Donc, ils ne peuvent C'est pas... le seul fournisseur d'électricité et d'eau. Voilà, non seulement qui ont le monopole, mais dans tout le pays, dès l'instant où vous avez l'électricité, vous passez par eux. Bon, mais là, on nous parle de Libreville, mais qu'est-ce qu'il en est de ceux qui sont à l'intérieur du pays? Eux, ils ne vont pas payer la taxe, ou bien ça va se faire comment? Donc, vous voyez qu'en réalité, ces gens-là, voilà l'amateurisme qui est en train de s'exprimer au plus haut sommet de l'État. Voilà l'expression de l'amateurisme. Et la médiocrité. Exactement. Mais vous savez, hein, moi j'ai confiance parce que l'histoire africaine et l'histoire de l'être humain n'est qu'une répétition. Lorsque les dirigeants au pouvoir pensent qu'ils ont toujours la force d'imposer ce qu'ils veulent, eh bien c'est là où ils se rendent compte que ils ne font que réveiller en réalité le peuple. Et lorsqu'il y aura la goutte d'eau, ben, arrivera ce qui arrivera, c'est tout. Donc qu'ils continuent, qu'ils forcent, qu'ils fassent le forcing, tout en narguant le peuple, en se baladant avec d'énormes véhicules, en voyageant, en faisant ci, en donnant de façon illégale de l'argent à des fondations, hein, qui ne font rien du tout, des fondations qui ont même plus de budget que les différents services des affaires sociaux et autres. Incroyable. Mais le peuple est là, hein. Le peuple va réagir le moment venu. C'est par ça que je termine. Merci. Voilà. C'est de cette grille dont on parle. Hein. Le monsieur qui est en commentaire qui parle de la grille. On parle de ça, la grille. Et c'est par zone. Dana? Dana? Comment le téléphone? André, vas-y. Andrew, pardon. Oui, Dana, je c'est suis bon? là. Désolé. C'est bon. Vas-y. Tapotez le live, prenez le cœur Oui. du jour et tapotez. Envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live. Le live de Princesse a été signalé à cause de ça. Donc, respectez les consignes ici, c'est pas la télévision. Merci. Vas-y, la grande. Non, non, non. Je ne sais même pas si les Gabonais ont poussé l'analyse. Bonjour déjà à ceux qui n'ont pas été chez Princesse tout à l'heure. Bonjour à vous. Mais j'espère que vous allez bien. Les Gabonais sont comme en état de zombification. C'est vraiment dommage, quoi. J'ai essayé de faire les calculs. Et quand je tombe sur la somme de profit, je sais pas quoi dire en fait. C'est-à-dire qu'on est dans les 2,8 M de profit en fait. Ok, cet argent va être, je sais pas, va être reconduit dans quoi en fait. C'est-à-dire que l'État gabonais est en train en fait de se farcir. C'est-à-dire que j'ai expliqué ça même dans un de mes petits posts où je disais en fait, l'État se permet d'aller endetter la République et au jour d'aujourd'hui, elle n'a même plus le gêne en fait de venir clairement se faire rembourser dans les poches des Gabonais. On les félicite même, c'est-à-dire on leur permet de générer près de 3 M de profit en fait pour avoir endetté et continuer de faire endetter la République gabonaise. Pendant ce temps, est-ce que les Gabonais ont vu les comment on appelle ça, les budgets alloués dans les différents ministères? Au jour d'aujourd'hui, la défense nationale pèse plus de 60% dans le budget de l'État. La question que j'ai envie de demander, la priorité est d'armer nos soldats parce que finalement le Gabon fait l'objet d'une menace de force extérieure. Vraiment? Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Si au jour d'aujourd'hui, le budget du ministère de la Défense nationale coûte plus de 10
10 fois le budget de l'éducation nationale ou le budget de la santé qui est un précurseur de l'essence vitale de tout un chacun. Parce que si nous ne sommes pas en santé, nous sommes improductifs en fait. On ne peut rien produire de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas aller travailler, nous ne pouvons pas aller enseigner, nous ne pouvons pas aller apprendre, nous ne pouvons pas aller exercer la médecine. Qu'est-ce qui se passe? Et ça passe comme une lettre à la poste. Les Gabonais se voient dépossédés de leur pouvoir de légitimité dans tous les sens. Hier encore, ils se limitaient à voler l'argent que produisaient les recettes de la vente de nos matières premières. Ils se limitaient à ça. Mais aujourd'hui, ils ont poussé le Rubicon. Ils sont allés extrêmement loin. C'est-à-dire, non seulement ils profitent de l'argent, de la manne que produisent nos matières premières, mais de deux, ils se permettent de venir générer des profits dans nos poches, sans garantie que le courant ne sera pas coupé, sans garantie que l'eau ne sera pas coupée. En fait, qu'est-ce qui se passe? Et jusqu'à présent, les Gabonais ne disent absolument rien. La seule chose qu'ils attendent, c'est peut-être là. Et vous allez voir leur source de motivation. S'il y a je parle, c'est juste un exemple, c'est pas que je souhaite ça. S'il y a une vidéo qui fuite une séquence où on voit Zita et Anouchka se battre, vous allez voir les Gabonais sur Internet. C'est-à-dire qu'ils vont faire de ça un sujet principal. Il y aura la team Anouchka, il y aura la team Zita. Anouchka a invité les gens pour aller manger et boire. Vous avez cherché à aller vous-même vérifier où se trouve finalement, physiquement, l'adresse de soi-disant sa fondation, Tabita, qui vient encore renchérir sur Dorcas. Pourquoi toutes ces fondations? À quoi sert finalement le ministère des Actions sociales? La fondation, là, son siège principal est où? Comme ça, toutes les personnes qui rentrent dans mon inbox là, pour moi me demander de faire des appels à l'aide ou à la levée de fonds, moi, je vais vous reconduire là-bas. Il y a eu Dorcas, il y a eu ma bannière. Quels sont les profits de ces deux fondations? C'est Cruzel au live. C'est quoi les profits de ces deux fondations? Est-ce qu'en termes de pourcentage au jour d'aujourd'hui, la situation de la grande précarité des Gabonais a baissé? Ok, mais les pourcentages s'élèvent à combien? Ou se situent à combien? Moi, je veux comprendre parce que quand on mène une action, à un moment donné, on est dans l'obligation nous-mêmes de recenser l'efficacité ou la non-efficacité des actions qu'on émet. Donc, faisons le bilan. Nous sommes en fin d'année. Nous sommes en fin annuelle de 2025. OK. Posons tout sur la table. Quels ont été les profits? Moi, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, une étude a démontré que sur le ratio de l'estimation du taux de décès entre les années 2023 à 2024, ce qui se passe en 2025, et ce bilan a été fait en milieu d'année 2025. On s'est rendu compte que le taux de décès était similaire à ce que le taux de décès annuel donné comme bilan en République gabonaise. Ça veut dire simplement que le nombre de Gabonais qui pouvaient mourir en un an, non seulement a doublé, mais ont atteint le suffrage de 2024 et 2025 avant décembre, 2023 et 2024, avant décembre 2025. Qu'est-ce qui tue les Gabonais autant? Moi, j'ai peur aujourd'hui d'aller sur mon Facebook. Je me rends compte que tout mon fil d'actualité est devenu une page nécrologique. Décès, 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 tous les âges confondus. Je me rappelle à l'époque, on avait basé
une analyse selon laquelle l'estimation de l'espérance de vie au Gabon tournait au plus entre de 0 à 55 ans d'âge. Mais au jour d'aujourd'hui, si on refait le même bilan, selon nous, quelle est l'estimation de l'espérance de vie finalement sous l'ère de la Ve République? 55 ans, c'est peut-être il y a 20 ans en arrière. Les Gabonais ne dépassaient pas cette frange-là. C'était un miracle de voir les Gabonais traverser la zone des 50 ans. Au jour d'aujourd'hui, l'espérance de vie, finalement, au jour d'aujourd'hui, c'est un privilège même d'atteindre 30 ans d'âge. Avec cette pression sociale qu'on met aux Gabonais. Je ne sais pas si on va s'en sortir parce que le bilan est énormément alarmant. Ça veut dire que non seulement la population se dépossède de ses ressortissants, et ça veut dire que d'ici 2 à 3 générations, on n'aura finalement plus de Gabonais, comme on aime à le dire, de souche. C'est nous-mêmes encore qui sommes fermés sur le brassage de culture. Entre Africains, on ne supporte pas les métissages. Je vois que ça fait l'essence d'un débat. Les gens sont préoccupés. Je vois même, moi, je n'aime pas Vivien Amos Peya parce que c'est quelqu'un, ce qu'il a défendu sous l'ère Ali Bongo, mais au-delà de ça, c'est un frère gabonais. Les gens lui font un procès parce qu'il n'éprouve aucun problème vis-à-vis du métissage culturel qui peut se faire entre communautés interafricaines. Je vois que c'est un débat, mais qui préoccupe les Gabonais plus que leur situation d'espérance de vie quotidienne. Les Gabonais sont plus préoccupés à se soucier si il ne faut pas se métisser à nos frères venus d'ailleurs, africains comme nous, parce que le métissage ne dérange au Gabon que lorsque il est fait entre nous-mêmes, les communautés interafricaines. Hein. Le métissage même des Arabes n'est pas rejeté par notre communauté. Pire, quand il est occidentalisé, même son malaisien au Gabon, on préfère ce métissage-là. Voici les débats de société qui préoccupent la communauté gabonaise. Mais cette fois-ci, l'État prend la responsabilité de venir chercher de l'argent non justifié. Mais on va vous expliquer ça de quelle manière. Vous dites que non, nous on parle à l'extérieur, vaut mieux parler au Gabon. Mais ceux qui sont au Gabon, vous avez vu Claire Newman venir parler de ça. Où sont les activistes du palais? Pour venir nous donner en détail, peut-être parce que nous sommes des profanes, hein, c'est une vue de l'esprit extérieur, hein, ok? Donc on peut se tromper sur nos analyses. Mais ceux qui sont au fait, je vois mon frère Landry Amian, sa préoccupation c'est de rapporter des conneries, soi-disant que Ali Bongo aurait été bloqué en France ou en Angleterre. Je ne sais pas c'est quoi le profit d'entretenir cette situation de débat. Il fait la manche pour partager ce genre d'informations. Ok, admettons même, parce que j'émets vraiment un droit de réserve, admettons que cela aurait été vrai. Quels sont les profits de la population après avoir été informée sur ces faits-là? C'est ça qui va les ramener au Gabon? C'est ça qui va annuler le fait que c'est avec la bénédiction de l'agence judiciaire de l'État, l'institution judiciaire de l'État gabonais et du président de la République, c'est ça qui va annuler que les Valentins soient partis avec leur bénédiction. Mais ils sont payés pourquoi? Les Mbung-Pins, tout ça. Justifiez vos salaires. Justifiez vos nominations. Parfait, et il se balade. Là, à l'heure où nous sommes en live, là, il est assis avec Kenny, Alex Obama-Obam, en train de chercher à nous bannir des réseaux sociaux. Je ne sais pas si, quand on va arrêter de faire les lives, c'est ce qui va améliorer les conditions de vie des Gabonais. Incroyable. Il est en train de guetter, il dit, bon, là, le Phoenix, hein, oui, c'est le compte là. Il faut qu'on fasse... Dana, excuse-moi sans te couper. Mm-hmm. J'ai fait, comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? J'ai fait de 24 h à 5 h du matin pour pouvoir certifier ma page Facebook. Mm-hmm. Gloire à Dieu, ça a été certifié. Voilà pourquoi tu vois que je suis revenu là fort. Parce que Baba.
C'est de ma certifié. On me demandait déjà que le Feni, tu es où? J'ai disparu 2 semaines. Je dis pardon, on veut me bannir. Oh. Donc, C'est je sais le pas comment combat. faire. Donc, gloire à Dieu, j'ai pu certifier la page. Ils vont aller signaler là. Ça part et ça revient seul. Et ça, là, il ne peut pas faire signaler parce que c'est TikTok qui protège ça. Onanga Ndiaye Vas-y. doit nous donner les détails. Mhm. Pourquoi avoir estimé que l'urgence est de venir chercher ces taxes et ces impôts dans nos poches? Vous nous avez vous-même expliqué que Assala était une forme de, comment on appelle ça? Ils ont même appelé ça quoi? Une forme de souveraineté nationale, de principe de souveraineté nationale par rapport à nos matières premières. C'est ça qu'ils disaient, non, Mais maître c'est ce qu'ils ont Yoba. dit. Mhm. C'était le nouveau mot d'Oligui. Non, ils ont souveraineté. Il est un mot là. Oui, souveraineté nationale. C'était ça. Je pense que c'est ça. Mais la souveraineté se situe où? Quand on a dit que, mais sur le principe de la macroéconomie, pour parler le français du quartier, sur le principe de l'assiette du Gabonais, on ne voit pas les profits. Ce sont des slogans de propagande, propagandistes. Ils nous ont dit que vous ne connaissez rien. Elle est où la macanière? Tu sais que la macanière est sortie? Green. Non. Elle m'a pas bloqué, oh. Je te claque le bisou là-bas, la macanière. Elle fait la prison aux États-Unis pour 50 malheureux dollars. Mais elle est dans les réseaux sociaux tous les jours pour dire que le Gabon avance, tout va bien. Mais moi, je voulais même qu'elle rentre au Gabon. Parce que c'est pas sûr qu'elle va continuer à tresser dans l'état là où elle est là-bas. Hein. Il faut déménager. Hein. Qui va te donner sa tête? Quand vous avez déjà la réputation des bastonneuses, des catcheuses, des clientes. Incroyable. Donc, tu faisais la grande gueule. Je suis dans l'armée américaine. Je suis dans l'armée américaine. Tu discutes 50 dollars. Mais c'est incroyable. Il n'y a que les faux chez Oligui. Où sont les profits? L'argent pris à la famille Valentin. Mais au jour d'aujourd'hui, faites-nous l'inventaire de ça. L'argent a été reconverti où? Quand on vous a dit que, mais suivez tout simplement la courbe de la situation de la dette au Gabon. Vous allez voir que les agences de notation sont en train de nous avertir qu'au lieu de pouvoir même ne fût-ce que stagner la dette, ils sont en train d'aggraver la situation de la dette. On vous l'a dit, non? Mhm. Vous avez dit que nous, on n'a pas fait la science économique. On ne connaît rien, mais vous connaissez tout. Il faut à un moment donné prendre vos responsabilités, le nez coupé. Il nous disait ici que je vais amener les investisseurs au Gabon pour venir investir. Il est où, Zeng? Alias Oussama Zeng Laden, le brûleur d'édifices national. Les investisseurs sont où pour venir investir en République gabonaise? Investir dans un pays où on kidnappe les investisseurs. Vous kidnappez les Chinois. Vous kidnappez tout le monde. Ankamalu Kama, le plus gros kidnappeur de la République, avec Ngon, même, comment il s'appelle notre papa, là, il est sorti parler. J'ai posté ça hier, moi je ne savais même pas que c'est par ça que l'oncle du président passait. On doit ça. Mhm. Tu te rends compte que sa fille veut voyager, on prend le passe. Qu'est-ce que son enfant a à voir? Non, c'est vrai ça? Oui, ils ont arraché la petite. Elle est au Gabon, elle ne peut pas venir apprendre en France. Elle a eu le bac, elle devait venir pour continuer ses études. Fait que on peut vous trouver au discours là-haut. J'ai posté ça, je vais t'envoyer ça, Ok. c'est là. Hmm. Il se plaint. Voici la dictature. C'est ça la dictature, ça. On vous a libéré. L'enfant ne peut pas sortir du territoire. Quand Oligui prend la responsabilité de réquisitionner la fille d'Ondosa, mais ce n'est pas lui-même qui est venu prendre le pouvoir. Il est président élu, non? Mhm. Bon, quelle est l'utilité? L'urgence de garder la fille d'Ondosa. Donc, quand elle va sortir, là, qu'est-ce qui va se passer? Elle ira voir Poutine Incroyable. pour venir le renverser. Je veux comprendre, en fait. Quel est le message qu'on envoie par rapport à ce genre de situation? Donc, le péché d'Ondosa, c'est d'être un homme politique dans le Gabon. Finalement, il est préjudiciable au jour d'aujourd'hui, sous l'ère de la Ve République. Vous dites que non, nous, on insulte le président. Moi, je suis même d'accord avec vous. Vous avez raison. Mais vous qui n'insultez pas le président, mais non, moi, je voulais même qu'on fasse même vœu de silence même pendant 1 mois.
on leur laisse la toile, qui parlent à leur président avec le langage que peut-être Oligui va comprendre. Parce que lui-même, il a dit, oh, moi, je ne suis pas contre le fait que la liberté d'expression, mais on ne peut pas tolérer l'outrage. Des débats débiles. J'ai vu Macron venir au Gabon, on a lavé Macron dans toutes les surfaces médiatiques et d'information françaises, à la télé, à la presse écrite, sur les réseaux sociaux. On ne l'a pas loupé, sans compter ses opposants qui l'allumaient depuis l'hémicycle. Il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu des gens qui sont sortis pour dire que outrage à la fonction du chef de l'État, le président Macron représente une institution. Quand je vois vos niveaux de débat, je dis que ne m'emmenez pas dans ça. Hein. Moi, je suis une affranchie. J'ai signé le contrat, l'acte. Je me suis intégré de là où je viens. À un moment donné, il faut les prendre au fait, le phénix. Ils se sentent privilégiés, c'est parce que vous voulez vraiment que la révolution arrive au Gabon. Je vais vous donner un conseil au jour d'aujourd'hui. Il faut déployer la stratégie de la psychologie inversée, ne parlez plus. Quand les Gabonais vont se rendre compte que même leur petite voix dissidente, parce qu'ils aiment qu'on fasse le travail à leur place. Et la vérité, ils nous aident même pas on à faire ce rien travail. changer. On ne pourra rien changer de l'extérieur. Moi, je pense qu'on a posé les fondamentaux. Tu as vu quand j'avais commencé avec Laurence, non? Les gens pensaient que j'allais aller dans un acharnement. Au jour d'aujourd'hui, qu'elle a déçu l'opinion et elle m'a donné raison. Tu m'as vu que je reviens encore sur son chapitre. Je suis passée. Qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui? Ce n'est pas maintenant d'autres personnes qui sont en train de faire le combat là. De la laminer, de la laver et tout. Je suis là maintenant, je suis devenue spectatrice. Parce qu'on a fait ce que nous devions faire. Nous avions annoncé aux Gabonais quelles étaient les prévisions de la gouvernance d'Oligui à venir. On le leur a dit, faire le choix d'Oligui dans les urnes allait avoir des répercussions. Je suis d'accord avec Princesse quand elle tient le discours selon lequel, chez vous à Bordeaux, ce sont les étudiants qui ont voté. Je m'oppose au fait que on estime que Oligui n'a pas gagné dans les urnes. C'est faux. Moi, je suis une légaliste. Républicaine non plus, je crois en la République. Donc, je respecte le suffrage universel. Même si je ne suis pas d'accord. Mais ces jeunes-là qui vous filmaient, ce jour-là, Princesse et toi, vous poussez à la faute. Ces jeunes-là ce jour-là qui vous pensez vous ridiculiser. Quand on a cassé les maisons des Gabonais là, ce sont vos familles qui étaient dedans? Dieu merci. Depuis que Oligui était rentré de ce voyage, a commencé à casser les maisons de pleine nourriture. J'ai vu que le zèle est tombé de beaucoup de personnes. Le jeune là qui nous lavait là, comment tu vas Ivan, ça va chérie? Le jeune là qui nous avait lavé là, qui était avec les maudits du Pentagone là, qui appelait Oligui à s'en prendre à nos familles. Lui-même, il n'est pas allé en prison parce qu'il est venu dénoncer le fait qu'il n'y a pas d'électricité dans les hôpitaux publics. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. J'ai oublié le petit là. Novelas. C'est conséquences qui donnent conseil. Il pensait, c'est pour ça que je pose la question, vous faites à qui? Quand Maïs Mouissi nageait dans les longues vestes, on dirait l'ancien premier ministre ivoirien là, Duncan. Il nageait dans les vestes comme ça pour dire qu'Al-Salah était un profit. Jusqu'à Fumboula parlait orgueilleusement aux gens pour vouloir dire que nous ne sommes pas trois là à l'école. Lui, il a tenu le bic et la feuille. Venez maintenant nous donner les profits. Nous sommes en fin d'année. Nos familles ont faim. On est fatigué d'envoyer les où. Moi, là, mon eau est bloqué. Je ne peux plus envoyer l'argent. Je ne peux ni envoyer ni recevoir. Nous sommes face aux évidences. Bon, venez nous expliquer, on fait comment? L'argent des profits d'Al-Salah, c'est parti où? Le peuple nous regarde. Vous êtes allé faire endetter agressivement l'État gabonais dans les marchés financiers sous-régionaux. J'ai parlé de ça. Jusqu'à il y a eu une équipe dépêchée de la Banque mondiale qui sont venus au Gabon pour dire que mais comment vous avez engrangé la dette a bondi en moins de 4 mois à plus de 35%.
Qu'est-ce qui se passe? Vous vous endettez pourquoi? Quand le Gabon a proposé justement le financement d'Assala, la Banque mondiale et le FMI ont été réfractaires pour dire ce n'est pas une priorité. Qu'il fallait reconvertir ce financement dans un autre secteur qui pouvait au moins ne fût-ce que pallier à la situation du chômage. Plus de 35% plus de 40% de la population gabonaise est extrêmement riche, jeune et diplômée. Ces jeunes-là, qu'est-ce que vous aviez trouvé comme alternative? C'est leur faire don des ordinateurs qui ont certainement une erreur de fabrication dont la Chine a estimé se débarrasser à un franc symbolique. Vous les avez rendus blogueurs. Quand Ali était au pouvoir, c'était l'armée qui embauchait. Depuis que Oligui est venu au pouvoir, c'est le blog qui embauche. Ils sont reconvertis aujourd'hui. C'est-à-dire, leur travail, leur dynamique, leur essence, c'est de venir nous contredire. Après nous contredire, les faits sont là, non? Effectivement. C'est pour ça que je pose la question. Vous pensez faire à qui? Vous aviez pensé mentir ou cacher la vérité jusqu'à quand? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Les Gabonais aujourd'hui sont face à eux-mêmes. Et à vous. Oligui a promis les emplois. Je vais chercher la VAR là, ou bien... J'ai ça. 163 000. Ok, sur le ratio, il a fait combien de profits? Mais Zéro. cette VAR. Parce que moi, je dis que la différence entre vous et nous, c'est que nous, on ne dit pas, c'est vous-même qui parlez. Vous êtes face à vous-même. 3 ans, hein, faux départ. Comme disait Crépin-Diéké, que si le début du mandat d'Oligui ressemble à la fin du magistère d'Ali, qu'en sera-t-il à la fin de lui-même son propre mandat? Et je vais chuter par là pour dire, vous savez, je me suis rendu compte que parfois on est trop pressé et pour rien. Vous savez, il ne faut pas, en politique, il est plus qu'impératif de ne pas confondre précipitation avec vitesse. L'expérience avec un bilan beaucoup plus, comment vais-je dire, poussé, je me rends compte qu'il fallait qu'Oligui exerce le pouvoir. Parce que si Oligui ne gouvernait pas et qu'il partait, le phénix, il allait entretenir un mythe selon lequel, non, on ne l'a pas laissé gouverner, ce sont des préjugés. Vous voulez faire mieux. Il a chassé les bongos. Tu comprends? Il allait bénéficier de ce capital sympathique, entretenir le mystère autour de lui et de comment il pouvait exercer le pouvoir. C'est tout à notre aise, c'est bénéfique pour nous qu'Oligui se soit assis là et qu'il exerce le pouvoir. C'est-à-dire qu'on doit prendre nos champagnes, on boit. C'est une très excellente, agréable année à nous, qui avons été des pronostiquaires. Parce que si on avait joué dans les paris, on aurait gagné. Des combinaisons avec des bonus. Il fallait qu'Oligui reste là pour qu'à un moment donné, cette même population qui lui a fait naïvement confiance à tort ou à raison soit exaspérée. Et je vous dis, les gens ne se lèveront pas tant qu'ils pourront encore, ne fût-ce que mordre la poussière. Ce qui va se passer, c'est que c'est un truc bête qui va faire partir Oligui. On s'y attendra le moins possible. Et c'est au moment où les Gabonais vont se dire, on n'a plus rien à perdre parce que nous sommes en fait en état de survie. Moi, comme je le disais, Andrew, vaut mieux même qu'on t'ôte la vie en fait. Au moins, on écourte tes souffrances. Mais non seulement on met un dispositif pour te pousser à souffrir, mais on veille à ce que tu souffres bien. Parce qu'avec Oligui, il n'y a pas de contestation. J'ai envie de voir comment Claire, qui est allée devant l'ambassade de France, ou l'ambassade du Bénin ou quoi, se lève aussi pour aller devant l'Assemblée nationale, pour aller devant la présidence, comme a dit Mouska, pour demander à ce qu'on revoie la situation du panier de la ménagère. Le panier de la ménagère du Gabonais ne fait que s'alléger de fond en comble. Les Gabonais ont faim. Ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Qu'à cela ne tienne, merci de m'avoir écouté. Je vous remets le live. Merci. Tapotez le live. Prenez le cœur du jour à côté de mon nom. Vous écrivez Good Live. Vous envoyez les objectifs et cadeaux qui sont en haut au fur et à mesure. Tout à l'heure, on a eu un serment chez Princesse.
Je veux pas ça ici. Respectez les consignes du live. Voilà. C'était Andrew qui était là, il est tombé. Andrew? Oui, Oui. merci beaucoup de me donner la parole. Bonsoir à tous. Mhm. Bonsoir à tous. Bon, Dana, je ne vais pas réagir sur la question de l'élection, mais je vais juste dire une chose. Vous-même, vous le dites, toi qui es anglo-saxonne. Les anglo-saxons disent « two wrong don't make a right ». Deux mauvais ne font pas un bon. Donc, une élection qui a des résultats aussi aberrants ne peut pas être qualifiée d'élection. Et tant qu'on n'arrive pas à démontrer que malgré ces résultats aberrants-là, donc qui ne peuvent pas, sur lesquels on ne peut pas s'appuyer de manière sérieuse pour dire qu'Oligui a été élu, tant qu'on ne peut pas me dire que voilà, en fait, ça ce sont des résultats frauduleux, mais voilà, on a fait le recompte des voix, Oligui n'a pas 94, mais 64. Mais quand on ne prend que les résultats parcellaires, parce que Oligui a gagné à Bordeaux, Oligui a gagné à Paris, alors que quand on regarde les voix des Gabonais de l'étranger, c'est 40 000 inscrits, et le Gabon a 900 000 électeurs, ce n'est même pas 10%. Donc on reste là dans des ressentis, alors qu'en réalité, on ne doit plus avoir de ressentis, puisque le vote a eu lieu. Le décompte est valable, il est faisable. C'est un peu comme 2023. C'est un peu comme 2023. Brice Oligui Nguema n'est pas candidat. Ok, on dit, l'armée dit qu'il y a eu fraude. Kali Bongo n'a pas gagné. Mais qui a gagné? Et ça ne peut pas être Oligui, puisqu'Oligui n'était pas candidat. C'est aussi simple que ça. Vous savez, le problème du Gabon, il ne faut pas qu'on se départisse de la logique. Et la logique, elle est universelle. Le bon sens ne s'arrête pas à la frontière du Gabon. C'est-à-dire que quand on dit bon sens ailleurs, dès qu'on arrive au Gabon, non, 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 le bas devient le haut. Non, c'est toujours la même chose. Tant qu'au moins on n'arrivera pas à me démontrer qu'Oligui Nguema, certes, n'a pas gagné 94, mais a gagné 64, mais que moi j'ai la preuve que les 94 là sont faux, moi je vais d'un principe simple, il n'a pas été élu. Parce qu'on ne me montre pas on ne me montre pas qu'en plus du fait que les 94 soient faux, il a au moins 51% de voix qui sont vraies, qui soient vraies plutôt. Ça n'existe pas. Donc, nous n'avons que des résultats faux. On nous dit, bon, bah, écoutez, ils sont faux, mais c'est pas grave. De toutes les façons, il a quand même gagné. Vous aussi. Vous aussi. Enfin, bref. Pour venir à l'affaire de la taxe. En réalité, il faut comprendre que ça s'inscrit dans un mode de gouvernement. Et ce mode de gouvernement a un nom. En fait, il y a même deux noms. Premier nom, c'est la prédation. Nous sommes face à un régime prédateur. Littéralement. Au sens même le plus agressif du terme. C'est la prédation. Le deuxième terme, c'est la kleptocratie. C'est un régime kleptomane. Nous sommes dans une kleptocratie. Tout ce que vous voyez là, même les droits de douane qui sont hauts, etc., il y a une double volonté. La première volonté, c'est de rançonner, de vampiriser le pays, de vampiriser les Gabonais, d'aller jusqu'à prendre même dans leur poche. Et l'autre volonté, c'est de les gouverner par la misère. Parce que vous savez, lorsque quelqu'un cherche à manger, son existence est basée sur la recherche de la nourriture, de l'alimentation, on ne peut pas appeler ça une vie. Et cette personne ne peut pas s'asseoir pour réfléchir. Parce qu'il faut qu'on se le dise, pour s'asseoir et réfléchir, il faut avoir quand même un peu mangé. Vous et moi, on est assis là, on discute là, parce qu'on a mangé. Si autant que nous sommes là, on n'avait pas mangé depuis 2 jours, Phoenix, même quand je commence à parler, tu vas dire pardon, tu fais le bruit. Parce que tu as faim. Et une fois que tu as faim, qu'est-ce que tu cherches à faire pour t'évader de ta condition médiocre? Tu cherches des histoires qui te font t'évader. Lancham, Nyamatos, des clashs à la noix. Parce que tu veux fuir ton quotidien. Et que réfléchir te fait revenir sur ton quotidien, tout simplement. Que dit La Fontaine dans sa fable La mort et le bûcheron? Il dit quoi? Vaut mieux souffrir que mourir. C'est la devise des hommes. Nous sommes des êtres humains, donc forcément le Gabonais, et ce sont les mécanismes psychologiques. Hein. Sinon vous allez avoir un pays de détraqués. Les gens se trouvent refuge dans quoi? Dans des trucs à la noix. Les clashs des premières dames. Parce qu'en réalité, si on commence à mettre l'affaire là sérieusement, mais les gens vont péter un plomb. Parce que s'ils commencent à bouder, mais les gens vont disparaître. Parce qu'il y a ça aussi. Et c'est une erreur, pour revenir à Oligui lui-même, c'était une erreur de penser que ce type-là, qui a déjà démontré à tout point de vue que ce type est dans la forfaiture, qu'il allait s'arrêter en si bon chemin. Quand vous voyez un monsieur
vous voyez un monsieur qui a littéralement braqué des gens lors de son coup d'État. Moi, j'appelle ça du braquage. Ils sont allés jusqu'à arracher les rideaux dans les maisons des gens, jusqu'à voler même les habits, les chaussures des enfants des gens. Les enfants de 3 ans, vous volez les chaussures. Vous pensez que c'est le reste des Gabonais à qui ils allaient faire quoi? Le blanc est clair. Le blanc, le français dit dans sa langue, qui peut le plus, peut le moins. Moi, j'ai toujours dit, si Oligui a traité de la sorte la femme d'Ali Bongo, l'enfant d'Ali Bongo, vous, Gabonais, qui ne le connaissez pas là, avec qui il n'a aucune affinité, vous pensez qu'il va avoir des égards vis-à-vis de vous? Nous sommes dans une logique de prédation. Quand on nomme ministre des Finances dans un pays, le patron de la plus grande banque du pays, le Gabon, c'est le seul pays au monde qui fait ça. Sur cette terre, j'ai fouillé, il n'y a pas un seul ministre des Finances ici, là, sur terre, là, qui est également patron de la plus grande banque du pays. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'au Gabon. Mais il y a une logique. Il y a une logique. Ce gars-là, arrêtons de penser qu'Oligui, c'est un incompétent. Oligui n'est pas incompétent du tout. Il est très compétent dans son domaine, qui est le braquage. Il est compétent dans le vol. Si tu lui demandes comment on torture quelqu'un, Oligui va t'expliquer. Il vous a dit non, lorsqu'il est parti chez la famille de Bunda. Il a expliqué comment on torture les gens. Il a dit quand on te met au pont, c'est pas plus de 30 minutes. Il a dit quand on te met la tête sous l'eau, il faut compter jusqu'à 6. 1, 2, mais attendez. Il dit ça bien. Oui, non, mais c'est pas pour un vol comme quelqu'un au pont. Il ne vous a pas dit qu'il est contre le pont. Il estime juste que le motif pour lequel on a mis le regretté Bunda au pont, pour lui, n'était pas valable. Ça ne veut pas dire qu'il est contre la méthode. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il est contre la méthode. Il n'a même pas blâmé les gars qui ont agi. Il a dit, oh, vous aussi, quand on vous dit qu'on ne peut pas prendre vos enfants parce que ce sont des bandits, vous dites non, prenez nos enfants. Voilà, maintenant on les prend dans l'armée et ils viennent continuer à faire le bandit. Il insulte même la mémoire du second maître Bunda. Parce que selon lui, le vol là est avéré. Il trouve que, 1, il y a des voleurs dans l'armée. 2, le châtiment proposé n'est pas à la hauteur entre guillemets, à la hauteur du délit. Mais c'est grave. Mais on veut trouver à ce monsieur-là, je ne sais pas, des excuses. Mais il faut connaître la personne à qui on a affaire. Il faut connaître la personne à qui on a affaire. Oligui est littéralement un prédateur. Moi, quand j'ai toujours dit que ce type-là, il a réussi un super braquage parce qu'il a braqué tout un pays qu'on appelle le Gabon. Il y en a qui braquent des banques, il y en a qui braquent des maisons. Lui, il a braqué tout un pays. Ce type-là nous a montré qu'il était cruel. Parce que quand tu regardes, avec son ami, avec tout son groupe là, Pablo et compagnie, Dana, tu sais de quoi je parle? Qui a permis à Pablo de voyager dans sa vie? C'est pas Ali Bongo? Félix, je t'entends pas. Félix, je t'écoute pas. Phoenix, tu dis quelque chose? Phoenix, Je t'écoute pas. on avait quelqu'un d'autre. Il est au téléphone. Il s'est Ah d'accord, muté. autant pour moi. Non, mais Pablo, bien sûr, c'était le gars d'Ali. qui a permis à Pablo de voyager? Qui a permis à Pablo? Celui qu'on appelle Ngon, hein? C'est Pablo son nom, son prénom. Mais regardez comment ils se sont acharnés. Vous savez, la relation qu'un garde du corps entretient avec quelqu'un, c'est une relation personnelle. Mais vous pensez que les gars, là, quand ils ont fini de torturer les bongos, quand ils allaient arriver sur nous, ils allaient faire quoi? Le problème que nous avons, et je vais chuter là-dessus, c'est que nous aimons nous voir la face, nous Gabonais. Surtout quand je dis nous, c'est-à-dire l'élite, quoi. Ceux qui ont déjà qui peuvent manger 3 fois par jour, ceux qui ont fait des études, ceux qui ont les doubles passeports comme Dana, hein, qui ont les passeports américains, qui connaissent le State Department. On se trompe beaucoup sur la nature du régime que nous avons face à nous. Ce régime est un régime prédateur. Mais la grande question, c'est comment on y met un terme. Parce que ne vous inquiétez pas, tout ce qu'on fait là, c'est rien. Oligui est là. Il veut être là. Et s'il n'y a personne pour se dresser sur son chemin là, il va rester là jusqu'au bout. Et ne vous inquiétez pas, hein, le Gabon n'est même pas encore au milieu. Hein, parce que regardez la Somalie. On vous dit que la Somalie existe. Quand vous voyez la Somalie sur la carte, en réalité, divisez la carte en 4. Parce que quand vous entendez Somalie, c'est l'État somalien détient quoi? Je crois 30% du territoire seulement de la Somalie.
Donc le reste là, ce sont les gars qui dirigent comme ils veulent. Donc pour notre cas de Gabao là, si on ne fait pas les choses correctement, en s'asseyant clairement, en disant bon voilà comment mettre un terme à ce régime prédateur, je vous assure, on n'a encore rien vu, on n'est qu'au début de nos peines. Nous ne sommes qu'au début de nos peines. Parce que ce type-là est fondamentalement un prédateur. Avec son groupe de la section d'intervention spéciale, regardez quand il défile. Les gars qui sont tout en noir de la GR, on dit un groupe de braqueurs, ils font des saluts qui n'existent pas. Le 30 août 2025, fête de la libération, son coup d'état à lui qu'il est déjà en fête nationale, son coup d'état à lui. Le gars remet le treillis alors qu'il est prétendument président et lui remet le treillis, remet le flingue. Et ces gars défilent avec des fumigènes. Vous avez vu ça où sur terre? Un président de la République élu qui remet le treillis avec l'arbre et qui se balade. Et tu as des imbéciles qui viennent te dire non, oh, il est chef suprême des armées. D'accord. Poutine est colonel du KGB. Hein. Vous avez vu le jour de la fête de la victoire en Russie? Vous avez vu Poutine remettre une arme à la ceinture? J'en ai terminé. Hola. Bon dia à tout le monde. Respectez les consignes du live, s'il vous plaît. Je vous invite à tapoter le live. Vous prenez le cœur du jour à côté de mon nom qui est orange. Vous envoyez les objectifs qui sont en haut, les cadeaux qui sont en haut. Et vous écrivez good live. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a scellé chez Princesse. Respectez les consignes du live. Vous aimez écouter les choses et tout, mais vous ne faites rien derrière. Ma page TikTok a été bannie. Je n'ai vu personne m'écrire ici me dire que non, on fait comment pour t'aider. Donc, de grâce, respectez les consignes. La parole était à qui tout à l'heure? Peace, donne-moi s'il te plaît 3 minutes. Allez-y. Peace, donne-moi 3 minutes. Vas-y. C'est bon. Ok. Vas-y. Moi, je vais revenir beaucoup plus sur la partie fiscale et économique. En fait, je pense que l'État est en train de faire une confusion entre le terme taxe et le terme impôt. Parce que ici, on nous parle de la taxe sur habitation. L'impôt, c'est lorsque on contribue sans, comment on appelle, retour, sans que l'État ou sans qu'on reçoive quelque chose du service public. L'impôt, c'est une contribution obligatoire, mais en fonction de la richesse qu'on produit. Donc, vous êtes obligé de contribuer, mais en fonction de la richesse. Mais même en matière d'imposition, les plus pauvres, les plus vulnérables ne contribuent pas parce qu'ils ne produisent pas de richesse, ils survivent. La taxe, par contre, c'est également une autre contribution. Mais ce qui diffère la taxe de l'impôt, c'est que lorsque vous payez la taxe, c'est parce que vous avez reçu personnellement et directement un service en retour de la taxe que vous avez payée. Vous avez par exemple les taxes universitaires. Quand vous payez les taxes universitaires, c'est parce que vous recevez vous recevez la formation, donc le service public a moins de coûts. Quand vous payez par exemple des taxes ménagères sur les ordures ménagères, c'est parce que vous recevez également un service. La société de l'État vient prélever les ordures ménagères, vient nettoyer. Pour ceux qui a recyclé, recycle. En France, quand il y a par exemple la taxe sur l'habitation dans les autres pays, à quoi sert la taxe d'habitation là? La taxe d'habitation là sert par exemple quand il y a des catastrophes naturelles. Vous voyez que l'État va reconstruire. Ils vont reconstruire pour ceux-là qui contribuent et pour ceux-là qui ne contribuent pas. L'État va cadastrer par exemple. Tout ça va servir à la taxe. C'est en fait le service public qui va être créé par rapport à ce qui est prélevé sur la taxe d'habitation. Et donc, du coup, vous contribuez, vous payez une taxe, mais en retour, lorsque vous êtes dans le besoin, vous recevez un service public de manière directe. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui diffère la taxe et l'impôt. Mais malheureusement, beaucoup de nos économistes et de nos fiscalistes confondent ce que c'est qu'un impôt et ce que c'est qu'une taxe. Ici, lorsqu'on nous parle de taxe sur l'habitation, quel est le service public direct en retour que les Gabonais vont recevoir? Quelle est la contrepartie directe? Il n'y a pas de contrepartie directe. Permets-moi de te poser une question. Est-ce que c'est logique de pouvoir imposer une taxe à des personnes qui ne sont même pas détenteurs de titres fonciers? J'en arrive justement. Vas-y. Ok.
Alors, lorsque je disais donc que ici on parle de taxe, le mot juste d'abord, ce n'est pas taxe, c'est plutôt impôt sur l'habitation. Vous allez voir dans des pays, il y a impôt sur la première habitation, impôt sur la deuxième habitation, où on va exempter l'impôt sur la deuxième habitation, vous allez payer seulement l'impôt sur la première habitation. Alors, en matière d'imposition, je vais parler en matière d'imposition, pas de taxe, parce qu'ils confondent ce que c'est qu'une taxe et ce que c'est qu'un impôt. Donc, en matière d'impôt ici, l'impôt a un principe phare. On dit que l'impôt est progressif. Progressif veut dire quoi? Ça veut dire que l'impôt est calculé sur une base qu'on appelle la base imposable. Chez nous, on appelle ça la base imponible. Mais en français, on va dire la base imposable parce que c'est la quantité de richesse sur laquelle on va venir appliquer ici un pourcentage que généralement on appelle la licote ou la liquota. C'est sur cette quantité de richesse-là qui est déterminée d'abord au préalable. On ne fixe pas l'impôt comme on a vu là, 1000 francs là-bas, 10 000 là-bas. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut d'abord déterminer quelle est la base sur laquelle on va imposer pour pouvoir déterminer quel est le pourcentage ici qu'on va multiplier à cette base-là pour donner l'impôt. Et la richesse ici, c'est quoi la base ici? C'est l'habitation, c'est la maison. Celui-là qui a une maison, Chikache, je tombe, ne peut pas être ici imposé parce que c'est une personne vulnérable. L'État n'a pas seulement un rôle économique, l'État a également le rôle social. Et le rôle social de l'État, c'est de protéger le vulnérable. Et en fiscalité... Est-ce qu'il y a déjà un recensement au Gabon pour voir qui est riche et qui n'est pas riche? Il n'y a pas de recensement, c'est pourquoi je dis il n'y a pas de logique à cet impôt-là. Il n'y a pas de logique. L'impôt ne fonctionne pas comme ça. On ne dit pas, il n'y a aucun pays dans le monde où on dit, bon, Diba va payer 1000 francs, Angondje va payer 10 000. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui vit Angondje qui est riche. Non, c'est Love. Excuse-moi, Love. 2 secondes. Pour aller dans ton sens, je prends juste 2 secondes. Phoenix, tu as dit sur quelle base? Mais ils ont des bases de données. Tu as la base de données de la CNAMGS avec le fichier des Gabonais économiquement non faibles. Okay. Donc, s'ils voulaient bien faire les choses, ils auraient très bien pu faire les choses. Ah, c'est basé sur ça et non sur les quartiers. Par exemple. Et non sur les quartiers. Exact. Vas-y, Love. Et non sur les quartiers. Donc, je disais, ce n'est pas tout le monde... Pardon. Ce n'est pas tout le monde qui habite, par exemple, à Okala, que j'ai vu 10 000 francs qui est riche. À Okala, il y a des prolétaires, mais il y a des personnes vulnérables qui sont dans des maisons Chikache, je tombe tout en haut, tout en bas. Cette personne-là paiera 10 000 au même titre qu'un ministre qui vit dans Okala. Non, parce que là, il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de progressivité. Ce n'est pas normal. C'est un travail bâclé. Je ne sais pas qui sont les fiscalistes qui ont fait ce travail, qui sont les économistes qui ont fait ce travail. Est-ce qu'ils connaissent les principes qui régissent la fiscalité? Je ne pense pas. Parce que quand on parle de fiscalité, on parle de progressivité. Et quand on parle de fiscalité, on parle d'abord de détermination de la base même qu'on va imposer. C'est quoi? On va imposer à qui? Et là, il n'y a pas de travail. Déjà, il n'y a pas de titre foncier. Les gens n'ont même pas le titre foncier. Quand on parle même de taxe sur l'habitation, je veux dire impôt. Impôt sur l'habitation ici. Vous allez voir dans les pays européens, lorsque vous allez acheter, on vous impose, l'État vient cadastrer. Ce n'est pas comme chez nous là-bas, quand tu vas à l'ANUTTT, c'est tout un problème, rien que la procédure là. C'est-à-dire que ça te prend des années et des années, de l'argent et de l'argent et de l'argent et de l'argent pour cadastrer le terrain. Lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, par exemple, à Libreville, lorsqu'il y a des éboulements de terrain, on n'a jamais vu l'État aller dire que voilà, il y a eu éboulement de terrain, on va construire la maison de ces personnes vulnérables là pour reloger ces personnes. Dans les autres pays, lorsqu'on prélève l'impôt sur l'habitation, ça sert à ça. Ça ne sert pas à aller construire la route. Ça sert à aider le vulnérable lorsqu'il perd sa maison dans des catastrophes naturelles. Ça sert à ça. Mais Love, est-ce qu'ils ont... Ça sert à reloger, par exemple, lorsqu'ils ont cassé la pleine Oretti. Mais chez nous, il n'y a pas de politique de relogement. Non, mais il y a un service, hein. Il y a un service aux affaires sociales. Quand ta maison a été brûlée, ok, on t'offre une maison. Donc, comment elle s'appelle? Hormis même les affaires sociales. Celle qu'on a enlevée là, qui était première dame.
Il y a une dame qui avait subi ce truc-là. Sa maison a été brûlée. On a reconstruit sa maison du bas jusqu'en haut. Hein. Je Il y a un voulais service comme demander. ça, mais il faut avoir des parents. Voilà. Non. Voilà. Le clientélisme. Love, Voilà. toi qui Vas-y. aime lire là, qui a la patience de lire leurs âneries là, est-ce que finalement ils ont expliqué dans quel but ces impôts-là étaient imposés désormais à partir de janvier 2026? Parce que j'ai essayé d'énumérer un peu les profits. Là, c'est presque 2,8 milliards de profits. Donc, c'est pourquoi l'argent là va être reconverti ou va servir à quoi? Merci. Mais c'est pour ça que ce n'est pas logique cette politique parce que il n'y a pas en fait, comment on appelle la destination de cet argent, il n'y a rien. On dit aux populations, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'études. On dit aux populations, ce qui prouve encore qu'il n'y a pas eu d'études, c'est que le principe de progressivité n'est pas respecté. Ce qui prouve qu'il n'y a pas eu d'études, c'est que c'est la première fois que je vois un impôt au monde par quartier. C'est du jamais vu. Jamais. Jamais. Même une taxe, les taxes, il n'y a pas par quartier. Il n'y a pas. Vous allez voir les taxes universitaires dans les pays européens, même les taxes universitaires ne sont pas payées. On ne paye pas tous la même taxe universitaire. C'est toujours par rapport à la richesse. Il y a ceux qui payent plus, il y a ceux qui payent moins. Il y a ceux qui payent l'université, la taxe universitaire, 100 € ou 200 €. Et il y a ceux-là qui vont contribuer. Ils sont classés, chez nous on appelle ça la facha. Ils sont classés par catégorie des richesses. Et là, on voit qu'il n'y a pas eu d'études. Et moi, ma question, quels sont les fiscalistes, quels sont les économistes qui ont produit ça? Sur quelle base? Quelle est l'étude? Il n'y a pas eu d'étude. Il n'y a rien. On ne peut pas dire, je ne sais pas moi, le charbonnage 1000 francs, la sablière 1000 francs. Ben, tous ceux qui sont à la sablière là-bas, ils ont les maisons, je ne sais pas moi, les châteaux. Non. Il y a des tôles en haut, tôles en bas, derrière les belles maisons qu'on voit à la sablière. Ce sont même les premiers habitants de la sablière, ces personnes qui sont tôles en haut, tôles en bas là. Effectivement. Il n'y en Beaucoup a de produits pas. derrière. L'impôt en question, parce que je vous le dis déjà, c'est pas une taxe, c'est un impôt. La personne qui a dit taxe s'est trompée, c'est impôt sur l'habitation. Parce qu'il n'y aura pas de contrepartie. S'il y a une contrepartie claire et nette, directe, qui va toucher la population lambda, alors là, on va appeler ça taxe. Mais tant qu'il n'y a pas une contrepartie et que c'est pour exercer un service public, donc on appelle tout le monde à contribuer, c'est un impôt. Et l'impôt ne fonctionne pas comme ça. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est à revoir tout le projet qu'ils fassent, s'ils veulent vraiment imposer, qu'ils fassent appel aux fiscalistes et aux économistes, et puis qu'ils exemptent les populations lambda. Dans les pays des autres, les vulnérables ne payent pas les impôts. Ceux qui ont plus là contribuent. Et puis, comme on a un déficit budgétaire assez élevé, ce qu'ils peuvent faire, c'est augmenter les impôts par rapport aux richesses, laisser les histoires des habitations. Il y a des riches là dans le pays qui ont les milliards, puisqu'on voit qu'ils volent les milliards tout le temps. Mais augmenter les impôts que ceux-là payent, augmenter les impôts des entreprises qui sont au Gabon, mais pas n'importe quelles entreprises, n'allez pas les taxer quand même un auto-entrepreneur qui vient de commencer comme la multinationale, je ne sais pas qui s'est installé depuis, augmenter les impôts des multinationales pour essayer de couvrir le déficit budgétaire et maintenir l'équilibre entre la dépense et la recette, puisque c'est ce que vous voulez faire. C'est quand même illogique, c'est que c'est triste. Comme d'habitude. Parce qu'on se dit, mais on écoute beaucoup des docteurs en ceci, docteurs en cela, docteurs, mais les doctorats que vous êtes allés faire, là, finalement, les doctorats, là, vous avez fait ça où? Vous avez fait ça où? Vous avez fait ça où? Pourquoi est-ce que les Gabonais doivent payer ici les erreurs d'un groupe de personnes? Les Gabonais ils ont du mal à manger. Les gens meurent de faim. Les gens n'arrivent pas à se soigner. Il y avait une grève là des gens qui ont le cancer, qui n'arrivent même pas à acheter les médicaments. La CNAMGS ne couvre plus rien. Tellement de problèmes. Et puis il y a d'autres personnes qui volent des milliards, mais qu'on voit quand même à des conseils des ministres qui sont présumés voleurs. Il y a d'autres personnes qui ont volé, où on ne sait pas où est passé l'argent qui a été saisi avant procès ou après procès. Il n'y a pas une transparence. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais c'est des impôts qu'on masque, qu'on vient dire une taxe. Faut pas confondre taxe et impôt. Pardon, s'il vous plaît. Laissez les Gabonais tranquilles, ils n'ont pas d'abord à manger.
si vous voulez imposer, parce que vous voulez maintenir le train de vie de l'État, commencez par tailler sur les salaires des ministres, tailler sur les salaires, les indemnités des députés, les indemnités des ministres, tailler par exemple également sur le budget du président de la République, par exemple les fonds du président, supprimer le Sénat, supprimer le Conseil économique et social, augmenter les impôts des multinationales, augmenter les impôts des richards qu'on a au Gabon qui font rentrer les voitures, qui construisent en 2-3 ans, qui construisent des immeubles et des cités. Même En là, tout cas, love, même ceux-là qui font rentrer les voitures, un pauvre lot paye au même titre, voilà la douane qu'un milliardaire. Les milliardaires au Gabon ne payent même pas la douane au Gabon. Ils appellent au téléphone. Oh, j'ai un Range Rover qui est arrivé. Allez, on met seulement 0. La voiture sort. C'est toi le pauvre lot. On va te taxer 10 millions, 15 millions, 7 millions la douane. mais oui, Les gens du Gabon, vous ne connaissez pas. Hein? c'est triste. Et du coup, on se demande, quand on parle de justice sociale, de quelle justice sociale on parle? La justice sociale, c'est ça. C'est pas le pauvre qui doit payer la douane et le riche parce qu'il a la connaissance quelque part. Il ne paye rien, je vous dis la vérité. La douane ne paye pas la douane. Ça ne se passe pas comme ça. Des primes, on écoute là des primes. Là, les petits là qui sont partis au tribunal là-bas, ils sont venus nous parler des primes. Les primes qui existent encore même. Est-ce que vous avez revu les textes là pour diminuer les primes là? On ne sait pas. Tout ça, c'est l'argent. Commencez à tailler sur vos primes. Commencez à tailler sur vos indemnités. Ils ont les primes pourquoi? C'est les seuls Gabonais. Mais c'est ce que je dis. Commencez à tailler sur des primes. On n'a pas taillé, on doit enlever les primes. Le Gabon, l'Oligui, moi je vais dans le sens d'Oligui. Oligui a dit qu'il est venu libérer les Gabonais. Il est venu reconstruire le Gabon. Donc l'affaire des primes, etc., on doit mettre ça de côté pour reconstruire le pays. Tout le monde doit serrer la ceinture. C'est pas que les pauvres Gabonais qui n'ont rien, qui doivent serrer la ceinture pendant qu'Oligui avec ses femmes, ils ont les 6 milliards, l'argent 250 milliards pour le fonds politique. Pourquoi? Les voitures qui coûtent 5 quelques, pourquoi? Serrons la ceinture, nous tous. Vu que c'est Sylvain Bongo, son fils qui ont détruit le Gabon, ceux qui ont tout volé l'argent. Au campus, vous avez repris l'argent, vous avez pris l'argent de Sylvain et son fils. Donc ça veut dire simplement que non, on n'a pas de problème d'argent. Vu que c'est Sylvain Bongo qui a tout volé l'argent du Gabon, vous avez récupéré. Moi, je pense qu'il faut réduire le train de l'État. C'est-à-dire que les ministres qui ont les voitures là, ils ont un salaire, ils peuvent s'acheter des voitures. Oh, incroyable. Les histoires comment on appelle ça, comment on appelle les chauffeurs pour les ministres, on enlève ça. Puisque l'État, en ce moment, le niveau de la dette est très élevé. Ils vont prendre le permis de conduire. Celui qui n'a pas le permis de conduire, il attend pour être ministre. Ils vont prendre le permis de conduire, ils conduisent eux-mêmes. C'est ça. La main-d'œuvre non permanente depuis la 150 000, c'est-à-dire qu'au Gabon, tu es dans la main-d'œuvre non permanente, tu rentres dans comment on appelle la fonction publique, tu as la main-d'œuvre non permanente, tu as 150 000. Tu vas en retraite, tu fais 20, 30 ans là, tu es toujours dans la main-d'œuvre non permanente. Les salaires sont au Gabon, je vais même dire entre 50 000 et 150 000 pour la majorité de personnes. Avec 150 000, disons-nous la vérité. Les pères, les mères, les oncles, les Gabonais mangent comment? Les Gabonais vivent comment? Le coût de la vie ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, le carton de poisson c'est monté. Le carton de poulet, c'est monté. Le carton des ailes, c'est monté. On prend la nourriture que les pauvres la mangent souvent. Et c'est les cotistes, même pas extra. C'est les cotistes qui ont beaucoup des os là. Et le cartilage. De graisse. Ils mangent aussi les croupillons. Ils mangent aussi les dindons. C'est la nourriture. Tout ça, ça a augmenté. Hein? Ça a quitté de 4 000 à 11 000, 12 000. Quelqu'un qui a un salaire de 80 000 ou de 50 000, il va faire comment pour se nourrir, mon Dieu? Tu vas en Kembo, c'est là-bas que les pauvres là vont pas en Kembo se faire le marché. Maintenant, là, c'est dur pour aller en Kembo aller faire le marché. Et c'est triste. C'est triste parce que même la CNAM GS ne couvre plus rien. Aujourd'hui, vous allez dans les pharmacies, on vous dit que la CNAM GS ne prend plus en compte. Les gens sont en train, quelqu'un parlait tout à l'heure là du taux de mort beaucoup plus élevé. Mais c'est normal, il n'y a plus d'assurance. La CNAM, vous allez même à l'hôpital, à l'hôpital, dans nos hôpitaux publics, même la compresse. On va te demander la compresse en pharmacie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le paracétamol. C'est-à-dire que tu arrives, tu as appelé le paracétamol. Ils n'ont pas.
les Non, trucs de Love, tu parles mal. Tu premier dois dire, soin. par contre, quand tu pars à l'hôpital et que tu as un problème, ils te demandent, ils te font une liste. Une liste de compresses, de seringues, tout. Tu Toi, vas tu dois acheter. ramener. Ils font juste ce qu'ils ont à faire. Même là, ce qu'ils vont faire là, ça ne te garantit pas que tu auras la vie sauve. Ce n'est pas Puis normal. quand tu vas au monde, Regardez tout ça. tout tu dois acheter. Et les trucs là, les doigtiers, et les baguettes, tout tu achètes. Une grande là qui m'avait envoyé ça, la grande Alta, elle est médecin. Elle m'a envoyé, regarde la liste qu'on est parti, mon oncle, son tante, sa tante est parti acheter, ou son oncle est parti acheter à la pharmacie. Toute une liste. Mais c'est vrai, moi j'ai ma petite soeur qui allait dernièrement avec sa fille, un bébé de 2 ans. Elle arrive à 24 heures, l'enfant a 40 de fièvre, même le paracétamol, ils n'ont pas. Il faut aller à la pharmacie, elle achète le paracétamol et l'antibiotique. Donc la nuit, tu vas là-bas chercher là où est la pharmacie des gardes. Après, on se demande pourquoi est-ce que les Gabonais sont en train de mourir. Mais c'est normal que le peuple meure, mais vous êtes dans les Les bureaux mots, là-bas, vous les ne mots, voyez pas. attention. Pardon. T'as pu sécuriser le C'est normal live, que non? les gens partent. C'est ça là les problèmes que il faut d'abord régler. Et pour régler, si on doit se serrer la ceinture, serrons-nous la ceinture nous tous. On ne peut pas serrer la ceinture des gens qui sont en bas. Entre-temps, les gens continuent à faire la vie des riches avec des chauffeurs, avec des voitures qui coûtent plus de 80 K. Anouchka, j'ai vu, elle a plus de 10 aides de camp. Anouchka. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On voit les ministres aujourd'hui. Quelqu'un est nommé ministre aujourd'hui. Quand il sort du gouvernement, là, faut voir le château qu'il a déjà construit. Pendant ce temps, il y a le voisin qui est à côté, qui est dans la maison tout en haut, tout en bas. Ayons un cœur. Vraiment, je parle avec respect. Elle a un convoi de 8 voitures, Anouchka. Ah ça? Ayons un cœur. Pardon, je vous en supplie au nom de Dieu. Ayons un cœur. Tout ce que vous achetez, les châteaux, là, quand les gens partent, hein, ça reste ici. Ça reste ici. On ne vous met pas dedans là-bas. Avec. Sinon, nous tous là, on va se retrouver dedans là-bas quand Dieu va dire que c'est ton temps est terminé dans la terre. On ne met personne là-bas avec. Au moins, ils ont bénéficié des bienfaits du Gabon. C'est ça le truc, Love. Tout le monde sait qu'il va partir, mais leur but, c'est que tant qu'ils sont en vie, ils doivent m'amener le peuple gabonais. C'est ça leur but. Ils savent qu'ils vont partir comme tout le monde. Tout le monde ira là-bas. Mais tant qu'ils sont en vie, ils doivent faire leur travail. C'est de marquer les esprits des Gabonais. C'est ce qu'ils font. Anouchka a un convoi de 8 voitures. Anouchka! Seigneur Jésus. C'est que Zita, c'est la mort, c'est seulement le cortège. Je vais chuter. Madame, je Zita, chute. c'est le cas. Je chute. Pardon. Revoyez la situation des Gabonais. Nous, les Gabonais, on n'a pas le travail. On a faim. On meurt de soif. Après les médicaments, la CNAMGS ne passe plus. 1000 francs, ça fait 1 kilo de riz de poule, plus un quart d'huile, plus le cube. Tu prépares, tu manges. Donc les 1000, c'est vrai, les 1000 francs là, qu'on va d'abord aller donner là, c'est les 1000 francs qui nourrissent une famille gabonaise. On n'a pas l'argent. Maintenant, si on veut maintenir l'équilibre budgétaire, commencez à enlever les primes, vous diminuez les salaires des députés, des ministres, comment on appelle ça, les frais, les fonds de souveraineté également du président, il faut commencer par la tête pour descendre. Vous diminuez, vous supprimez le Sénat, vous supprimez le Conseil économique parce que le Sénat fera la même chose que l'Assemblée nationale. Ils sont là beaucoup là-bas, l'Assemblée nationale, 147 ou 148 ou 150, c'est beaucoup, ça nous suffit, on n'est que 2 millions. On n'a pas besoin de sénateurs. Pour eux, la décentralisation, les collectivités locales, déjà que les collectivités locales ne seront pas réellement indépendants. Donc, l'Assemblée nationale va jouer ce rôle-là. Vous supprimez le Sénat. On va gagner là-bas peut-être même 5 milliards. Supprimez aussi le Conseil économique et social. Vos parents et les amis et connaissances qui travaillent au Sénat, au Conseil économique et social, vous les ramenez à leur fonction d'origine. Love. Ils ne peuvent pas supprimer cela parce que c'est là-bas qu'ils mettent leurs copains et copines. Parce que quand tu fais le travail, c'est-à-dire, tu fais la talakou au ligingema. Votre micro, Kenji. Oui, moi je voulais dire que Votre le micro. problème n'est même pas... Oui, je voulais dire que Ferme ton le micro. problème n'est même pas de... Alors, je disais ici, quand tu fais par exemple des atalakou au ligué, ou du moins tu fais du bon travail, comment on appelle ça?
pour te donner une promotion quelque part, il y a des choses là, il y a l'Assemblée nationale, il y a, pardon, il y a le Sénat, il y a aussi le Conseil économique et social là. C'est là-bas qu'ils t'envoient pour que tu ailles manger l'argent au calme. Ou du moins, tu es un fonctionnaire fantôme, tu gagnes des millions par mois, mais tu cours autour de lui. C'est là, en fait, c'est à ça que servent ces choses-là. Donner en fait, donner des postes aux gens qui ont fait du bon boulot en interne. Voilà, ils peuvent pas enlever. Et les Gabonais aussi n'ont pas d'argent. Il n'y a pas les 1000 francs, il n'y a pas les 10 000, il n'y a pas les 30 000 là. Qu'ils aillent chercher ça dans leur salaire, dans leurs indemnités. Et puis, ils font les milliards là qu'on a entendu là-bas, les 100 milliards, les primes et autres là. C'est d'abord où? Ce qui a été saisi, les biens là sont où? Montrez-nous ce qui a été saisi, ce qui a été investi. Montrez-nous également que ça a été investi dans tel projet à caractère social, à caractère public et autres. C'est ça la transparence. Pour que les Gabonais soient même motivés que, ah, on va quand même se sacrifier, même à donner 1000 francs, même si non. On va voir que, ah, voilà, il y a l'école qui a été construite là-bas, c'est pour les pauvres. La CNAM GS, on a remis la CNAM GS sur pied. De nouveau, ça passe. Ah, voilà, je m'en vais déjà à l'hôpital là. Bon, à l'hôpital là-bas, il y aura déjà le paracétamol, l'antibiotique. Ceci, c'est là, on va plus m'envoyer à 24 heures à 1 heure, aller chercher la pharmacie des gardes, chercher, appeler les parents. Il n'y a pas 1000 francs, s'il te plaît, qui peut cotiser 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs à 1 heure, à 24 heures, faire l'Airtel Monnaie pour aller chercher le médicament à la pharmacie. Mais si les Gabonais ne voient pas ça, ils ont faim. C'est-à-dire que avant même, tu pouvais même acheter le kilo de riz avec la boîte de maquerelle bellement, et puis le cube, et puis tu maîtrises les choses là, hein? Oh, Seigneur Jésus-Christ. Et puis le cas d'huile. Et puis le cas d'huile. Aujourd'hui, c'est plus possible. Le kilo de poulet qui était à 900 et quelques, le kilo de poulet est maintenant à 2000. Le carton de dindon est déjà à 23 000. Vous aussi. Tu gagnes 80 000 francs. Tu as peut-être même 3-4 enfants. Tu les nourris comment? Il faut les scolariser. Il faut les soigner. Il faut les habiller. Ayez pitié des gens à un moment donné. Et les riches sont en train de dire que oui, 1000 francs c'est seulement quoi? 1000 francs c'est seulement rien pour vous. 1000 francs c'est rien parce que vous avez les milliards dans les comptes. 1000 francs c'est pas rien. les riches, c'est les voleurs de la République. Les millions dans les comptes. C'est pourquoi vous êtes là, vous dites 1000 francs c'est quoi? 1000 francs c'est forfaitaire. Mais comme 1000 francs c'est rien pour vous, cotisez pour tous les Gabonais. Plus que 10 000, c'est rien pour vous, cotisez pour tous les Gabonais. Pendant que vous roulez avec les Sonatra, pendant que vous roulez avec les VX, pendant que vous roulez avec je ne sais quoi, les infinités et les chauffeurs et autres, même l'argent du taxi, même l'argent pour acheter, je dis bien le riz des poules. On va parler d'abord, le parfumé là, le riz de poule, celui qui était à 400 que vous avez augmenté le prix là, plus le cas d'huile qui était à 100 francs qui a augmenté le prix là. Même ça, ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Il y a des gens à Libreville, même pour avoir 1000 francs. Une dame que j'ai vue la dernière fois qui fouillait la poubelle pour nourrir ses enfants. C'est plus c'est pas celle qui fouillait qui est partie, qu'on appelle ça? Déterrer la nourriture des noms. Mais elle fouillait par contre la poubelle. Ils l'ont filmé la dernière fois. Ils ont dit, moi je fouille la poubelle parce que je n'ai pas à manger. J'ai envie de nourrir mes enfants. Elle fouillait la poubelle, une Gabonaise. Mais elle fouille la poubelle, c'est pareil que les familles qui étaient allées déterrer la nourriture à ça là-bas. Vous pensez que c'est ce qui fait, vous pensez qu'une personne normalement constituée. Mais non, mais Amine Doubé là-bas, il passe le temps à fouiller des poubelles, Amine Doubé. Mais c'est les poubelles matin, midi, soir. C'est la fin. C'est la fin. Sinon, quand quelqu'un mange chez lui, quand quelqu'un a un travail qui permet à cette personne-là, c'est ça la dignité, qui permet à cette personne-là de se nourrir, de scolariser ses enfants, pas de vivre dans l'opulence ou dans le luxe, mais le strict. Au moins le minimum vital. Minimum. La personne-là n'ira pas prendre des risques comment on appelle ça, de tomber malade pour rentrer dans une poubelle, pour aller fouiller la poubelle. Quand vous voyez un peuple qui s'abaisse jusqu'au niveau du chien, c'est parce que c'est le chien qui va dans les poubelles, jusqu'au niveau d'un animal, ça me fait même pleurer, pour aller fouiller une poubelle. Sécurisez-moi le live, mon Dieu. C'est-à-dire que une personne, un être humain qui s'abaisse au niveau du chien pour aller fouiller une poubelle. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, mon Dieu? Ayez un peu de l'empathie. Ayez un peu de l'empathie pour les autres. Quand même, on va dans le sens love, de les supplier. Le problème, c'est que le peuple ignore quels sont ses véritables droits. C'est pas à nous de supplier les dirigeants. Et le peuple ne connaît pas sa valeur. C'est nous qui les payons. C'est pour nous qu'ils travaillent pour nous. Ils n'ont l'obligation que d'exécuter ce que les lois que nous, on les dicte.
Il faut arrêter ça. Le problème, c'est qu'ils se sentent tellement spéciaux à nous écouter, nous lamenter, mais ayez de l'empathie. Ils n'ont aucune empathie. Il y a des familles qui sont là depuis les indépendances. Ne me faites pas citer leur nom. Ils se légifèrent au jour d'aujourd'hui le pouvoir par consanguinité. Ils n'ont aucune empathie. Leurs parents n'ont pas eu d'empathie pour les nôtres. Et eux-mêmes, ils n'ont pas d'empathie pour nous. Et leurs enfants n'auront aucune empathie. Il faut à un moment donné que les Gabonais fassent preuve de responsabilité dans leur choix. C'est à nous de les mettre dehors. Tant qu'on ne leur parle pas le langage qui leur est scié. Et c'est pourquoi ils ont peur des lanceurs d'alerte comme nous. Parce que nous sommes en train d'enseigner aux Gabonais, en fait, quels sont véritablement leurs droits. Regarde, moi, je ne suis pas d'ici. Mais l'élu de la ville où je vis, j'avais un problème avec l'immigration pour pouvoir renouveler mon permis de travail. J'ai dû écrire aux députés qui siègent dans ma ville pour joindre l'immigration directement parce qu'on ne pouvait plus les joindre directement. Elle a fait son cabinet, ceux qui s'occupent de sa communication, ils ont fait ça en 2-4-6. Je pensais même que ça allait faire 1-2 semaines. La même chose. J'ai une sœur qui avait un problème entre une lettre que l'immigration avait envoyée et une autre lettre aussi que l'immigration avait envoyée. J'ai dit non, tu as le droit d'écrire à ton député. Elle a écrit à son congrès, nous, à son congressman. Nous, on pensait même que non, ça allait faire 1 semaine. 3 jours après, le congressman a appelé lui-même l'immigration. Et il a dit à ma soeur là qui est aux États-Unis, là-bas, que voilà la vraie décision de l'immigration. À un moment donné, il faut arrêter. Ils sont payés pour exécuter, pour assainir nos conditions de vie. S'ils sont dans l'incapacité, il faudrait que les Gabonais prennent leurs responsabilités à les foutre dehors. Ils n'auront aucune empathie. C'est le même système qui se régénère. Aujourd'hui, c'est la branche armée du système qui gouverne. C'est le système qui est là. Regardez un monsieur comme Henri-Claude Ohima. On nous explique quelle est la raison qu'on nous donne pour justifier le fait que la fonction qu'il occupe au sein du gouvernement, selon les textes en vigueur, sont incompatibles à une toute autre fonction. Ce monsieur est quasiment un intouchable en République gabonaise et il continue d'exercer la présidence du conseil d'administration de sa banque et celle de la BVMAG. Il a même des responsabilités sous-régionales. C'est normal? Il piétine. Il ne va qu'aller dans son sens. Bien sûr, il est au-dessus des lois. Combien de personnes sont allées en justice? Et privilégiés sont sa Pas banque. même à des rendus de justice où des individus ont gagné des procès. Donc, on oblige à la banque BGFI de payer les droits des plaignants qui ont gagné au tort exclusif. Vous savez qu'aucun centime n'a été débité de l'ère Omar Bongo à Ali Bongo et aujourd'hui sous Oligui. C'est la même chose qui continue. Ils n'auront aucune empathie. Le problème, c'est que les Gabonais ont trouvé des situations secondaires alternatives qu'elles normalisent. Les Gabonais trouvent que c'est légitime pour eux. Ça les honore d'aller manger, d'aller fouiller, déterrer à plus de 4 mètres de la nourriture jetée par nos frères des sujets libanais. C'est tout. Ils se sient avec ça. Moi, aujourd'hui, je me suis radicalisée. I'm not playing. Tu soutiens Oligui, tu as un problème. Je ne fais rien pour toi. Je ne fais absolument rien pour toi. C'est clair. Period. Period. Tapotez le live, protégez le live, envoyez les cadeaux qui sont en haut, vous écrivez good là, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom qui est orange. Et vous partagez massivement le live. Respectez les consignes du live, s'il vous plaît. Parce que depuis là, vous ne respectez pas, vous êtes là, Kintindi. Et je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas du flocon que nous faisons ici. Hein. Je pense pas que ça rentre et ça sort. Donc, vous savez ce que vous devez faire. À 20h, il y aura le concert des casseroles. 20h, tout le monde casserole. Jusqu'en 2026. À 20h, concert des casseroles. 20h pile poil. Vous prenez vos casseroles, vous tapez, vous êtes chez vous. Voilà. Pour dire Donc, non, ça fini. non à la taxe, là, les Gabonais n'ont pas l'argent, on ne paye pas l'impôt sur l'habitation. Ils n'ont qu'à prendre les milliards là qu'ils ont pris avec la famille Bongo et autres, et puis ils coupent leur salaire et autres, leurs fonds et tout. Il n'y a pas l'argent, on souffre. Voilà, c'est tout. Merci, c'était Akipis. Respectez les consignes. Puis je t'ai envoyé un message en inbox, tu n'as pas vu ça. Hein? J'ai vu, j'ai noté. Okay. J'ai pris en compte, oui. Vas-y, on t'écoute.
Après, c'est la grande date. Bonsoir, Tu as la badge 28. Tu vas rembourser la bonsoir, badge laissée tout de suite. Vas-y, Peace. bonsoir à tout le monde. Mhm. Donc, suivez mon regard. Aujourd'hui, nous avons le FMI qui est là pour accompagner les pays avec les différents chiffres qu'ils produisent par rapport à ce que les pays ont gagné comme recette. Notre pays dit qu'il ne peut pas fournir cette information au FMI, mais par contre, il peut, Coupez monsieur, le micro quand vous montez sur le panel avec votre veste là qui flotte. donc, mais par contre, ils disent qu'ils veulent être assistés par le FMI. Donc, ça veut dire qu'en gros, nous n'avons pas des informations et on fait tout pour nous bloquer les informations. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on nous parle de taxe d'habitation, on veut bien comprendre qu'il y a une taxe d'habitation, mais aussi c'est sur quelle base? Puisque les informations, nous ne les aurons pas jusqu'à présent. Aujourd'hui, on nous a fait une estimation à 7000 B de budget pour l'année 2026. C'est sur quelle base? Quel est le contenu de ce budget? Ça couvre quoi? Bon, vous nous parlez de taxe d'habitation, on veut bien comprendre, mais déjà, justifiez-nous d'abord tout ce que vous avez mis comme information. Il y a des réalités sur le terrain où il y a des bâtisses que vous louez, là les bâtiments sont vides et vous partez prendre l'argent de contribuable pour payer ça parce que ce sont vos amis et connaissances. Entre-temps, nous avons besoin d'argent dans les caisses de l'État et les bâtiments là sont loués mais vides et les gens encaissent de l'argent pour ça. Donc, à un moment donné, je pense que il faut apprendre à respecter les citoyens gabonais. Nous ne sommes pas votre vache à lait, c'est-à-dire que quand vous venez, vous nous pressez encore plus alors qu'on n'a rien. Et c'est nous qui souffrons pendant que vous vivez une vie de rêve. Donc, apprenez à nous respecter. Ça, c'est de 1. Quand vous allez prendre la taxe d'habitation, la taxe d'habitation, c'est pour des personnes qui sont locataires. Bon, la taxe foncière, c'est pour les personnes qui ont un titre foncier. Mais aujourd'hui, même le problème du titre foncier, les gens n'ont pas de titre foncier. Les gens, pour parler de la taxe d'habitation, vous allez prendre une taxe. Quand vous partez, vous levez le matin, vous partez même, vous créez vous-même vos événements. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez vu 5e République, c'est joli. Vous avez pris 5e République, vous avez venu coller, paf. Vous ne savez pas c'est quoi 5e République, qu'est-ce que trouve à l'intérieur? Il n'y a plus personne. On finit avec ça, on bascule maintenant sur quoi? Sur la taxe d'habitation. Donc, quand tu es parti pour la taxe d'habitation là, en France, là, tu n'as pas vu la taxe d'habitation en France, là, c'est par rapport aux revenus des gens. C'est par rapport à la situation des gens, leurs conditions de vie. Donc, toi, tu te lèves le matin, tu viens faire ça. Mais même quand tu prends ça, tu vois bien que en France, ils mettent bien que pour les personnes qui n'ont pas de revenus, ben, on a enlevé la taxe foncière parce qu'ils ont jugé comme un impôt, une taxe qui était injuste. Donc, ils l'ont retiré pour les personnes qui souffrent et tout. Donc, ils tiennent compte des conditions de vie, des revenus des gens. Mais toi, tu te lèves un matin, tu viens nous balancer ça comme ça. Et tu dis, bon, on va prélever ça par la SEG. Bon, la SEG, c'est ça leur boulot? Est-ce qu'eux, ils sont là pour récolter les taxes liées à l'habitation? Alors, donc, les gens qui sont aux impôts et au trésor, ils servent à quoi à ce moment? Donc, à ce moment, on ferme les impôts et le trésor. Et puis, la SEG va faire leur boulot à ce moment. Donc, je pense qu'il y a trop de mélange de genres. L'État doit apprendre déjà ce que c'est une taxe. La taxe d'habitation dit que c'est un impôt local payé par l'occupant d'un logement pour financer les services publics de la commune. Bon, quels services publics nous avons dans nos communes? Quels services nous avons dans nos communes? Même les transports, on n'a même pas le transport où les Gabonais publics, les Gabonais peuvent prendre, comme on l'avait avant, Sogatra, tout est maintenant payant. Est-ce qu'au Gabon, il y a les logements sociaux, comme tu as venu copier pour la France, là? Parce que eux, quand ils prennent l'argent, ils vont construire les logements sociaux, là, avec les tarifs qui correspondent aux revenus que tu gagnes. Donc, quand on va te loin, dire que bon, chaque année, tu envoies tes déclarations d'imposition, et si tu as gagné un peu plus, on augmente. Si tu as gagné un peu moins, on tient compte de cette situation pour ne pas augmenter ton loyer. Est-ce qu'il y a les logements sociaux que tu proposes dans ta ville, ou dans tes villes, dans tes communes, dans tes zones, là? Je ne sais pas. Bon. On a dit à quoi sert la taxe d'habitation. Elle contribue au budget local pour financer les écoles maternelles et primaires. Bon, tu es sûr que dans tous les quartiers, là, il y a les écoles maternelles et primaires comme en France que tu es venu prendre comme exemple. Parce qu'en France, là, tu vas dans tous les quartiers, tu as les écoles maternelles ou les primaires, c'est là-bas. Donc, ça justifie l'entretien. Donc, ça veut dire que pour entretenir, on va prélever ça pour pouvoir entretenir ces locaux-là. Les cantines, là, activités parascolaires, tu as ça là-bas dans tes écoles.